pour ce quatrième talk du wagon à Maurice. Donc, je suis très fier de t'accueillir, Axel. Merci beaucoup. Alors, avant de démarrer, si vous avez des questions, Zoom, Facebook, n'hésitez pas à les poser en live. Moi, je jette toujours un œil dessus. Donc, je vais essayer de regarder aussi la caméra. Tiens, regardez. Enfin, voilà, on va faire un petit travelling avec ma propre tête. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. On y répondra soit en live en fonction de la question, soit on gardera les questions pour la fin du talk. Dans tous les cas, on y répondra et on répondra à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas, ceux qui sont sur Facebook, à nous faire un hello pour nous dire que vous nous entendez bien. Ce serait top. Donc, quatrième talk du wagon ici à Maurice. C'est toujours un plaisir pour nous de faire un talk du wagon pour mettre en avant les entrepreneurs du wagon, à travers le wagon, parce que pour ceux qui ne connaissent pas le wagon, je vais rapidement présenter le wagon. Le wagon, c'est une école de code, c'est un bootcamp de code qui s'est installé à Maurice il y a 1 an, qui est une école créée en 2013 à Paris et qui forme au métier du web développement et de la data science à travers 2 bootcamps, un bootcamp en web développement et un bootcamp en data science. Les 2 formations peuvent être suivies en full-time et en part-time, donc 9 semaines pour les 2 et 24 semaines pour le part-time. Ce sont 2 formations qui sont reconnues en France, déjà dans un premier temps, RNCP. Donc à l'issue, vous avez un bac plus 3 en France, et à Maurice, du coup, un équivalent avec la MQA. Level 7, et ce qui vous donne un double diplôme à l'issue de votre formation. Le wagon aujourd'hui, juste quelques stats parce qu'on est quand même assez fiers de ça. On a des bootcamps qui démarrent en moyenne tous les 3-4 mois ici à Maurice, dans le monde entier. Aujourd'hui, le wagon, c'est 15 000 alumni à travers le monde. 44 villes, des centaines de startups créées, donc c'est aussi pour ça qu'on met en avant les entrepreneurs dans différents domaines. Plusieurs centaines de millions de dollars levés sur différentes compagnies, et surtout un gros réseau donc de 15 000 alumni. On commence à Maurice à être très fiers d'apporter presque une centaine bientôt d'étudiants qui seront passés dans les bancs du wagon. Tout ça grâce au talk, quoi. Incroyable. Et tout ça grâce au talk. Donc maintenant c'est à toi. Donc faut que tu continues parce que faut qu'il y ait... Ouais. Avec 3 talks au wagon. Donc non, mais on est très fiers de ça, et c'est toujours un plaisir d'accueillir participer à l'écosystème, en tout cas, à Maurice aussi, parce qu'il y a de plus en plus de boîtes, le digital grossit, donc c'est toujours un plaisir de pouvoir faire ça. J'arrête de parler, c'est peut-être moi qui va falloir couper de temps en temps, mais c'est ça, je vais me retenir un peu. Alors, ce soir, 4e talk du wagon, on en profite pour saluer Paul et Sébastien qui sont passés précédemment sur ce divan-là. Donc, salut à vous. Aujourd'hui, ce soir, Axel. Yes. Ready? Alors, on s'est rencontrés un peu hors contexte, boulot, etc. Et tout de suite, on s'est dit, faut qu'on fasse un truc ensemble. Je vais te laisser te présenter dans un premier temps. On s'est dit avant de commencer ce talk, faisons un talk un peu ouvert. Voilà, on a des grandes lignes qu'on veut évoquer, mais essayons de faire un talk un peu ouvert avec des questions qui vont passer par-ci et là. Essayons de faire un talk ouvert. Il y a 3 grands thèmes qu'on va évoquer ce soir. Un peu ton parcours. Tu peux nous raconter un peu ce que tu fais, ce que tu as fait aussi un peu avant. On va parler de l'entreprise, la boîte que tu as fondée, sur laquelle tu bosses aujourd'hui, Jean-Michel.io. Et on va parler ensuite un peu philosophie, j'ai envie de l'appeler comme ça, philosophie d'entreprendre et limite philosophie de vie en fait. Yes. On va voir que c'est assez lié. Donc je voudrais surtout à Maurice. Surtout à Maurice, ouais. Surtout dans le cadre dans lequel on vit. Donc ça c'est chouette.
Dites-nous si vous êtes toujours en ligne, si Facebook marche toujours. Tsiki, je sais que tu es là, donc fais-nous un petit message sur Facebook pour nous répondre. Du coup, la première question que j'ai envie de te poser, présente-toi, Axel. C'est très vague. Ouais, c'est pas la question la plus facile. Non, je sais. Ouais. Bah, écoute, je pense que la raison pour laquelle je suis là, c'est que j'ai pas mal entrepris dans ma vie. Dès le début, en fait, j'ai créé 4 boîtes. La première que j'ai revendue, la deuxième qui a été un gros flop, la troisième qui a très très bien marché, qui est devenue une très grosse société que j'ai revendue il y a 3 ans, et la quatrième, l'actuelle, qui part très bien aussi. Et à côté de ça, j'ai 34 ans, français, expatrié à Maurice depuis 2019. Ouais. Et voilà, on est en ligne. Donc c'est bien parce que tu as un premier succès, un flop. Est-ce qu'on peut dire que ça a eu le roller coaster effect de l'entrepreneuriat ouais. dans ton parcours assez récent Ouais. Déjà, pour teaser un peu, en fait, on dit souvent qu'on apprend beaucoup plus de ses échecs que de ses réussites. Ouais. C'est un peu vrai, en fait. Là, à travers quoi? À travers ta deuxième boîte, du coup. Yes. Ouais. Tu as plus appris à travers ta deuxième boîte qu'à travers les différents succès que tu as eu sur les autres. Il y a un apprentissage différent, mais en vrai, c'est pas mal d'apprentissage, en fait. Personnel et professionnel? Les deux. Ouais. Peut-être du coup que je repars du début, que je fasse le parcours. Je te laisse le refaire. Parce que j'allais te les poser les questions, mais je te laisse démarrer le. Ça marche. Moi, je vais essayer d'être bref là-dessus parce qu'on pourrait en parler longtemps. Alors du coup, j'ai fait une école d'ingénieur et comme tout élève d'école d'ingénieur, j'ai dû faire un stage. Ouais. Et donc, j'ai postulé dans une petite agence d'une 50aine de personnes. Très bien, très sympa, bonne ambiance. J'ai bien aimé les collègues, etc. Mais je me suis dit, mince, c'est pas ce que j'ai envie de faire de ma vie. J'ai pas envie d'arriver dans un bureau, de bosser pour quelqu'un, etc. Et du coup, c'était un peu un wake-up call. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce qui me convient le mieux? C'est peut-être d'être indépendant, de monter ma société, de faire ma boîte, etc. Donc, j'ai commencé un peu à explorer tout ça. J'avais des copains qui étaient indépendants, qui avaient leur propre business, etc. Ça me faisait un peu rêver. Donc, je suis pas allé à l'école en disant moi, je vais suivre cette voie. Et du coup, ça m'a créé ma première opportunité. À toute fin d'école, j'ai un copain qui est venu me voir en me disant on m'a proposé un job d'entrepreneur. Un mec monte un projet, il cherche un associé. Moi, ça m'intéresse pas, mais vu que toi, tu as envie d'entreprendre, t'as ces aspirations-là, rencontre-le, ça peut peut-être être cool. Et donc, je me dis, ok, pourquoi pas. Et donc, je vais à Paris et je rencontre 7 personnes, du coup, qui a été mon associé pendant presque 10 ans qui ont suivi sur mes 3 premières boîtes. Et le mec me raconte un peu son parcours, 15 ans de plus que moi, assez charismatique, etc. Il vient de revendre une société qu'il a fait monter à plus d'une centaine de personnes. Donc un mec qui a un peu de poids, il commence à me parler de son projet, on échange, etc. Puis à la fin, il me dit, bon, si tu veux, tu peux me rejoindre, je vais t'apprendre les rudiments du métier, tu seras très minoritaire dans ma structure, mais tu vas beaucoup apprendre. Par contre, il me faut une réponse demain, parce que je pars en vacances après-demain. Ok. Sachant que moi, j'étais... tout de suite, quoi. J'allais être diplômé 1 mois après. Comme j'étais pas tout à fait prêt à me lancer, j'avais pris un double diplôme dans une école de commerce. J'avais limite déjà payé mes frais de scolarité, trouvé ma coloc, etc. Enfin, c'était pas du tout dans mes plans de m'engager dans quelque chose. Et là, je vois le truc. En plus, il me proposait, c'était une boîte qui se lançait, quoi. Donc il n'y avait pas d'argent. Il me proposait d'être payé comme un stagiaire pendant 1 an, etc. Et puis à un moment, je me dis, bon, allez, vas-y. Mon école de commerce, je pourrais la refaire l'année prochaine si j'ai envie. Là, cette opportunité tombe sur moi. Je crois au karma. Allez, je me lance. Et donc, je stoppe tout. Et 1 mois après, je débarque dans ses locaux. Il avait loué une pièce derrière le cabinet de sa comptable pour lancer son projet. Et il me montre son projet. En fait, c'était un site d'emploi, donc un site où tu as des entreprises qui mettent des offres d'emploi. Et toi, ton objectif, c'est d'avoir le maximum de CV de mecs qui y répondent.
Tout se fait en ligne. Et donc, il me montre un peu son site, et puis là, il y a une to-do list comme ça, de trucs à modifier. Moi, j'arrive, j'avais un peu fait de code en stage, mais bon, c'est la question que j'allais te poser. Ouais. J'avais jamais fait de web, le truc et tout. Je suis là, j'arrive à rien. Enfin, franchement, il me parle chinois. Je suis là, je me dis, bon, j'ai appris au bout de 6 mois qu'en fait, c'était du PHP sur quoi je bossais, hein, pour te dire le niveau que j'avais. Ouais, d'accord. 6 mois après. J'étais là, enfin, au bout d'un moment, j'arrivais à bidouiller, je faisais mes trucs, je voyais que si je changeais ça, ça faisait ça. Enfin, évidemment, on travaillait en prod. Enfin. Ouais, j'imagine. Ouais. Et puis après, j'ai eu un stagiaire, puis deux, etc. Et puis là, c'est les mecs qui m'ont appris. Ils me font, ouais, en fait, t'es sur un PHP avec un moteur de templating Sparting. Je sais pas, après. Je savais pas. Et bref, enfin, après, c'est aussi une des leçons du truc, c'est que je pense que c'est quand tu as le job que tu apprends ensuite à le faire. Donc là, je suis arrivé, j'avais un défi à faire, il a fallu que je m'y mette. Main dedans tout de suite et t'avais pas le choix. C'est ça. 3-4 premiers jours, tu te sens un imposteur, tu rentres chez toi, tu te dis mais qu'est-ce que je fous là? Et puis après, tu commences à gratter, et puis ça finit par venir. Et donc c'était une expérience hyper enrichissante, ça a duré 4 ans. Notre société a bien marché. Ouais. On avait un site d'emploi qui était spécialisé dans les hôtesses. Donc nos clients, c'était des agences d'hôtesses qui voulaient recruter pour Roland Garros, le mondial de l'auto, ou des postes en CDI en bas des tours. Les personnes à l'accueil, etc. Monter au 8e. Ouais. Et il y avait déjà un site qui était spécialiste là-dessus, qui existait depuis des années. Ouais. Et en fait, nous, on avait compris que pour prendre la place, il fallait être les premiers sur Google. Donc du coup, je me suis mis en référencement Google. On a réussi un peu à craquer l'algorithme, etc. On s'est retrouvé premier sur tous les mots-clés. On a pris la place du leader en 1 ou 2 ans. Et donc, c'était une super expérience. Et puis, moi, j'avais mon associé qui me mentorait vachement, qui m'apprenait tous les rudiments, la vente, l'entrepreneuriat, le management, enfin tout ce qu'il fallait. Puis, c'était des sujets qu'il connaissait bien, donc je gagnais pas beaucoup d'argent, mais par contre je progressais à fond. Ouais, et en termes d'apprentissage, c'était. C'était la folie. C'était une masse. Ouais, complètement. Et au bout de 4 ans, on s'est dit, bon, les agences de test, c'est pas un gros marché. Toutes celles qui ont assez d'argent pour payer des abonnements et pour diffuser des offres sur notre site, elles le font. On va plus vraiment faire de croissance. Est-ce que c'est pas le bon moment de vendre? Donc on vend la société assez facilement à des contacts qui nous rachètent le truc cash. Ah ouais. Ouais. Ça n'avait pas beaucoup de valeur. Hein. Je sais pas, on a dû vendre 300 000 €, quelque chose comme ça. Ouais. Ouais, mais moi j'étais minoritaire, tu vois, donc ça n'a pas changé ma vie. Enfin, dans le secteur de la vente de société, c'est une petite vente. Et on l'a revendu d'ailleurs à un petit jeune qui était freelance et qui avait une petite société de référencement qui est devenue très très grosse depuis. Un mec qui s'appelle Andrea Ben Saïd Eskimos. Ah oui, ok. Oui, grosse agence SEO. Ouais. Le mec, il est partout. On le voit beaucoup sur les réseaux sociaux, etc. Ouais, complètement. Voilà. Et donc, il a racheté notre site quand il sortait d'école et puis. Je l'ai connu à l'époque où il était tout seul avec ses stagiaires. Mais c'est marrant parce que toi, tu sors d'école, enfin, t'es à peine sorti d'école, c'était encore même pas diplômé. 4 ans là déjà. Non, mais quand t'as rejoint quand t'as rejoint le projet, donc pas encore diplômé, tu rejoins le projet, 4 ans à bosser, tu revends à quelqu'un qui sort de l'école, pareil, qui explose derrière. C'est plutôt joli, enfin, l'histoire elle est sympa. Et l'apprentissage qu'il y a derrière, etc. Et le site existe encore aujourd'hui. Là, je suis allé dessus il n'y a pas longtemps. Bon, il a refait évidemment tout le design, etc. Ça s'appelle Hôtesse Job. Je pense que ça marche. Je pense qu'il a fait une affaire là. Ouais. Il a bien fait de l'acheter. Et du coup, tu découvres le SEO à ce moment-là un peu? Ouais, complètement. On est en quelle année là? Juste pour là, le SEO, on est en 2011-2012. Ouais. Je fais ça. Ouais. En fait, je vois qu'il y a des recommandations Google. Il faut mettre des titres comme ça, il faut faire beaucoup de contenu, etc. Et en fait, je comprends assez vite que ce que Google te dit et la réalité de son algorithme, il y a quand même un sacré gap. Ah ouais? Ouais. Du moins à l'époque. Hein. Après, maintenant, ça fait 5 ans, donc ça s'est peut-être plus aligné. Ouais. Mais clairement, à l'époque, en fait, il y avait un truc qui marchait à fond. C'était le netlinking, c'est-à-dire avoir des liens sur d'autres sites qui pointent chez toi.
Et donc, en fait, moi, j'appelais les boîtes qui étaient un peu dans le même domaine ou qui avaient une page qui parlait d'hôtesse, etc. Je leur disais, est-ce que vous voulez pas nous mettre un lien là, sur votre... Il y a le mot hôtesse sur votre article d'il y a 3 ans, la 5e ligne, vous nous collez un lien. Moi, en échange, je vous mets en page partenaire ou je vous fais je sais pas quoi, etc. Et donc, on a chopé des centaines de liens comme ça. On s'est retrouvés, on a décollé. On s'est retrouvé premier sur tous les mots-clés qui contenaient hôtesse. Ah ouais. On s'est retrouvé 3e sur le mot emploi. Alors qu'on était derrière Monster et Ketjob, mais on était devant des Indeed, des trucs comme ça. Enfin, on n'avait rien à faire là avec notre petit site qui avait 50 annonces, tu vois. Et non, ça, pour le coup, c'était vraiment un réel apprentissage. Ouais. Donc vous revendez? Ouais, en se disant, on va faire que maintenant on connaît le web, on sait faire ce qu'on appelle des marketplaces, des sites où on met en relation deux typologies de personnes, donc en l'occurrence des chercheurs d'emploi et des entreprises. Ouais. On s'est dit qu'on va faire la même chose, mais sur un plus gros secteur où là, cette fois, on va pas être limité par la petite taille. Ouais, par la taille du marché. Voilà. Et comme on fait pas les choses à moitié, on se dit c'est quoi le plus gros marché? C'est l'immobilier. Ok. Donc on se dit, on va concurrencer Se Loger. Ok. Alors, seloger.com, pour ceux qui ne connaissent pas, en France, c'est une grosse plateforme immobilière où on peut acheter, vendre, louer. Vraiment, si tu recherches une maison ou quelque chose, tu vas sur Se Loger, c'est là où tu as les annonces. Bon, alors maintenant, je crois qu'il y a un peu d'autres concurrents, mais à l'époque, c'était vraiment le gros leader. Ils sont hyper connus, ils ont une grosse marque en France. Et quand vous recherchez une maison ou qu'importe, toutes les agences postent sur cette plateforme marketplace et donc du coup en général vous tombez vite dessus. Ambitieux du coup. Complètement. Ouais. En plus on a fait un peu de cash, on va le réinvestir là-dedans. Ouais. Et là c'est marrant parce que la première boîte en fait, sans trop savoir, on a un peu fait tout ce qu'il fallait et sur la deuxième par contre on fait toutes les erreurs de débutants. Ah ouais? Ouais, et en fait on fait la principale erreur qui est de se dire on va pas aller tester notre produit avant d'avoir un truc qui est bien abouti. Et donc on passe 6 mois à développer. On fait venir un docteur en physique qui nous fait des algorithmes de ouf pour qu'on ait une super recherche, etc. On essaie de mettre de l'intelligence dans notre recherche. On recense tous les points d'intérêt de France. Enfin non, d'abord on a commencé par la région parisienne. Type quels sont les restos, les hôtels, les tailles des routes. Comme ça, tu vas pouvoir faire une recherche en disant je cherche mon bien immobilier dans un endroit qui est plutôt résidentiel ou commercial ou dynamique, etc. Okay. Je veux qu'il soit à moins de 30 minutes de telle adresse et de telle adresse. Ça, c'est là où je travaille et là, c'est là où il y a mes parents. Puis on peut ressortir partout. Vous construisez une machine, quoi. Ouais, franchement, c'est une machine de guerre. Et le truc, ça marchait bien. Et puis ensuite, on va voir les agences immobilières, en fait. Ils nous expliquent tout de suite qu'il n'y a pas la place, quoi. Et donc, on a dépensé peut-être 150 000 € en 6 mois pour développer tout ça pour rien. Et on aurait pu s'en rendre compte le premier jour si on était allé si vous les voir tout de suite, quoi. Ouais. Il n'y a pas la place, qu'est-ce que tu entends Après, on rentre dans une spécificité un peu du marché, mais les agences immobilières nous expliquent qu'ils ont un logiciel qui est fourni par Se Loger qui leur permet de tout gérer en interne et que donc, pour diffuser une annonce sur Se Loger, il leur suffit d'appuyer sur un bouton. Donc, c'est hors de question de tout ressaisir sur un site. Okay. En fait, c'était la phase de recherche un peu sur le marché, d'investigation que vous n'aviez pas forcément fait au début. Ouais, alors en fait, ce qu'on dit, c'est un peu le fake it until make it. C'est-à-dire, en fait, ce que les gens ils vont acheter, c'est pas ton produit, c'est ta promesse. Donc, tu vas aller voir les mecs en leur disant j'ai un site. Tu peux dire soit je vais le faire, soit je l'ai déjà pour une situation un peu plus réelle. Qui fait ceci, cela, ça coûte tant, est-ce que tu es prêt à acheter? Tu n'as pas besoin de montrer le produit, tu peux le faire avec des slides, etc. Puis là, tu vois directement si ton idée va marcher ou pas. Tu n'as pas besoin d'avoir un vrai produit qui marche. Ouais, pas besoin d'avoir une machine de guerre. Hein. Vous pouvez y aller avec une maquette. Pour ceux qui sont encore étudiants au wagon, vous pouvez faire une maquette Figma bien faite et si ça marche, développer derrière. Donc ça, du coup, développement de malade, ça vous coûte un bras et vous en faites quoi du coup? On met à la poubelle. Ah ouais. Tu peux rien faire de ça. Vous ne pouviez pas le vendre à une boîte ou un truc qui s'intéressait personne. Non, les gens ils achètent une boîte, ils s'achètent pas du code. Ouais, ok. Donc ça c'est le Down, le projet qui. Down. Oui et non, franchement, j'ai pas trop mal vécu. J'ai pas trop mal vécu déjà parce que c'était pas mon pognon, c'était mon associé qui avait tout. C'est sûr que c'est plus facile. C'est dommage, hein. Là, oui. Puis tu peux en faire plus du coup. Parce que,
mais je mets le pied je découvre à ce moment-là un univers qui m'intéresse beaucoup, c'est un peu l'univers The Family. Alors Maurice, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un peu le Y Combinator français. C'est... The Family, ils sont arrivés il y a combien de temps 2015. 2015, ouais, j'avais dire une dizaine d'années. Et c'est un peu qui ont mis en avant tout l'aspect start-up, écosystème start-up en France, d'abord à Paris. Et du coup, ils apprenaient, en fait, ils faisaient un peu d'acculturation, ils font de l'acculturation, enfin en tout cas à l'époque, ça a beaucoup évolué depuis, sur toute la philosophie de craquer un marché, créer une boîte de manière assez rapide, tester son produit, etc. Donc, ça, c'est un peu des cours magistraux pour ouais. Et donc les mecs, ils ont une chaîne YouTube avec des centaines de vidéos hyper intéressantes. Et moi, du coup, je mets le pied là-dedans et je bouffe des vidéos, tous mes trajets en voiture, sous la douche, quand je fais la cuisine, etc. Je bois tout et je trouve ça hyper intéressant et j'ai envie de tout tester, quoi. Et donc, je mets vraiment le pied dans cet univers startup. Et là, je me rends compte en parallèle de mon projet qu'on faisait un peu n'importe quoi. Ouais, ok. Et du coup, le projet, tu l'abandonnes complètement, tu es focus sur The Family, acculturation à fond. Non, ça c'était en parallèle du projet, je faisais The Family. Ouais. Et en fait, ce qui se passe, c'est mon associé à un moment qui dit bon, allez, on fait n'importe quoi, on reprend les bases, qu'est-ce qu'on sait faire? Lui, il connaît le secteur des ESN parce que c'était sa première boîte. Ok. Bon, je sais pas si tu veux que je fasse un... On revient sur les ESN après, ouais. Continue. Et du coup, nous deux, ensuite, on avait appris à faire des marketplaces. Donc on s'est dit, bon, on va faire une marketplace pour les ESN. Et de l'autre boîte, on garde le seul truc qu'on peut recycler et qu'on trouve sympa, en fait, c'est le nom du site web qui s'appelait Le Hibou. Ok. Voilà, et le logo. Donc on retire juste la petite clé dans les potes du hibou et puis voilà, ça redevient notre boîte. Et donc là, on arrive au bon moment sur un secteur en pleine mutation. Et notre job, c'est de staffer des freelances sur des freelances informatiques sur des missions dans des grosses entreprises. Et on arrive au moment, en fait, le freelancing est littéralement en train d'exploser. Alors, on apporte juste un peu de clarification sur ESN, pour ceux qui ne connaissent pas, entreprise du secteur du numérique. Alors, ouais, comme tu dis, avant on appelait ça des SS2I, ça faisait plein de choses, mais je ne focus que sur une partie. En fait, ils emploient des ingénieurs ou des techniciens en informatique et derrière, ils les mettent en exclusivité chez un client à plein temps sur des missions qui vont durer 1 an ou 2 ans. Donc typiquement, quand vous entrez chez Carrefour, Total ou quoi que ce soit, vous voyez 10 mecs qui sont en train de bosser sur un projet, peut-être en Ruby on Rails, je crois que c'est la techno que vous faites chez Le Wagon. Exactement. Et là-dessus, il y a peut-être 3 gars qui sont employés par Carrefour et en fait 7 mecs qui viennent de SN et qui sont là juste pour 1 ou 2 ans. Et puis ensuite, une fois qu'ils ont terminé le projet, le SN va les prendre et va les remettre chez un autre client. Chez un autre client. Voilà. C'est le business de l'ESN, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est du placement en fait. Enfin, c'est l'ESN qui emploie et qui place derrière. Et donc évidemment, elle les vend plus cher, et les paye, et c'est comme ça qu'elle gagne sa vie. Ouais. Et là, en fait, on arrive à un moment où tous les mecs qui sont salariés se disent tiens, je vais me mettre freelance. Et nous, on est une ESN qui, au lieu de staffer nos salariés, on staffe une communauté de freelance qui viennent s'inscrire sur notre site web. Donc on a des dizaines de milliers de freelances qui s'inscrivent chez nous. Ouais. Et nous, on va voir les clients en disant tu cherches un Ruby on Rails, regarde, moi j'ai une plateforme de 50 000 mecs, là j'en ai 1000 qui font du Ruby on Rails, confie-moi ta recherche, je vais te le trouver ton gars. Et je vais te le placer. Et ensuite, je vais faire ma recherche, je vais appeler les gars, je vais regarder qui est intéressé par ta mission, qui a le niveau. À la fin, je vais te donner son CV, tu vas me dire c'est lui, je veux le rencontrer. Tu fais une sorte d'entretien d'embauche. Tu me dis ok, ton gars, je le prends, et c'est parti sur une mission. D'1 an, 2 ans, enfin, c'est une mission longue. On précise ça parce que quand on a tendance à dire freelance, on pense tout de suite, et c'est vrai, au freelance qui est sur des short missions ou des missions longues, mais qui est seul à travailler dessus, et pas forcément dans une boîte, peut-être les deux doigts de pied en éventail sur une plage à Maurice. Voilà, complètement. En fait, on pourrait parler de consultant indépendant. Ouais, c'est-à-dire, nous, notre freelance, c'était un mec qui avait entre
plutôt entre 40 et 50 ans, qui avait qu'un seul client, qui allait dans les tours à la Défense, travailler dans une équipe de 20 personnes avec un manager, etc. Il n'avait qu'une seule mission qui lui durait un moment. Un an ou deux, voire plus. Donc ça, vous démarrez ce projet-là. Alors du coup, vous restez, vous êtes toujours associé, vous avez abandonné l'autre idée, vous vous lancez sur celle-là. Finalement, c'est pas tout à fait un échec, parce qu'il y a, vous gardez l'association. On garde le nom. Et vous gardez le nom. Donc, ça, c'est plutôt... Et le hibou. Et c'est parti. Yes. Bah écoute, ça se passe bien. Marché en pleine mutation. Marché en pleine mutation. Ouais. Tout de suite, on trouve des clients, on commence à staffer un freelance, puis 2, puis 10, on commence à avoir des salariés, ça va assez vite. Ouais. En fait, tu vois pas trop le truc passer. En fait, tu te rends pas trop compte que tu es dans une boîte qui est en train d'exploser. À un moment, tu es là, tu regardes tes chiffres et tu fais ah bah tiens, on a dépassé le million il y a 2 mois. T'es un peu dans le jus en fait. Ouais, en plus, il y a énormément de choses à faire, à développer, à déployer, etc. Donc tu te rends pas compte de... Ouais, complètement. Ce qui te permet de garder une certaine motivation, etc. Parce que quand tu commences à avoir une inertie dans ton job qui te rend un peu plus moins intéressant, c'est là que ça commence à devenir dangereux. Au début, il y a tout à faire. C'est ça, ouais. C'est hyper intéressant. Puis tu choisis les tâches que tu préfères en plus. Ouais. Bah oui, puisque tu l'as fondé en plus, donc cofondé. Donc, c'est plutôt... Donc recrutement, déploiement de la solution, etc. Donc là, tu apprends encore plus que sur la première boîte. Franchement, sur les 3 premières expériences, je pense que là où j'ai le plus appris, c'est le crash avec la seconde, non? Ouais, bah c'est les vidéos, c'est les podcasts. Ouais. Donc, ouais. Enfin, avec The Family, avec tout ça. Ouais, bah, en fait, tu as un peu la théorie, puis tu peux mettre en pratique derrière sur ton projet. Ouais. Donc, c'est un peu le mélange de tout ça qui te fait beaucoup progresser. Et donc, la boîte se développe, on recrute de plus en plus. Moi, je suis en charge de toute l'équipe dev qui, elle n'était pas très nombreuse, hein, mais on développe la plateforme. On fait en sorte qu'il y ait des freelances qui viennent s'inscrire dessus. Et on fait à l'époque un truc qui s'appelle le gros hacking, qui était franchement assez novateur pour l'époque, parce qu'on fait ça en 2016. Donc maintenant, tout le monde connaît un peu le gros hacking, mais en 2016, il n'y avait pas de... C'est très à la mode en ce moment, mais en 2016. Et donc, on était un peu les premiers à faire ça. Alors, le gros hacking, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est un peu du marketing, c'est un peu une science à mi-chemin entre du marketing et du code. Grosso modo, nous, ce qu'on faisait bien, c'était des mails personnalisés qui étaient complètement automatisés avec des relances en fonction de ce que le mec répond, il part dans tel circuit de réponse, etc. Enfin, c'est un peu une manière d'automatiser de la lead generation et nous de l'acquisition de freelance. Avec une approche marketing en général qui casse un peu les codes. Le growth, c'est un peu ça. Ouais, complètement. Tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais on voit beaucoup sur LinkedIn des posts de gens qui ont tendance à écrire des romans et qui disent si vous voulez en savoir plus, mettez-moi un commentaire ou cliquez sur le lien en commentaire. Ça, c'est un peu du growth, c'est un peu une façon de... Alors, tu peux avoir de la communication sur LinkedIn, personal branding, storytelling, etc. Ça, t'en as beaucoup. Ça, c'est pas tellement du growth. Sur LinkedIn, tu peux en faire, tu vois. Par exemple, tu vas automatiser l'extraction des mecs qui te semblent intéressants, qui peuvent être tes prospects. Tu vas automatiser le fait de les demander en ami avec un message personnalisé. L'objectif, c'est qu'ils ne voient pas trop que c'est un robot derrière. Ouais. Et si derrière les mecs ne te répondent pas, tu leur mets une relance, mais un peu sentie, tu vois. Enfin, nous, par exemple, la relance a été signée de avez-vous bien pris compte de mon message précédent? La signature, c'était envoyer mon iPhone. Ah oui, d'accord. Donc, tu vois, tu chopes un truc comme ça, tu te dis ah bah tiens, je croyais que c'était un mail auto, mais en fait non. Donc, du coup, tu réponds. Enfin, on faisait pas mal de petites choses comme ça, et quand on était les seuls à les faire à l'époque, en fait, on avait des taux de transfert incroyables. Sur 100 freelances qu'on a contactés, on en avait 42 qui s'inscrivaient sur la plateforme. Ah ouais. Ouais. Donc là, vous développez votre base de données. Ouais. De manière énorme. Ouais. Toutes ces techniques-là. Donc en plus, tu apprends le growth et tu... Ouais. Bah, à l'époque, je ne savais même pas que ça s'appelait du growth. Hein. Ouais. Oui, c'était du développement. Oui, c'était un peu du marketing. Technique. Ouais. Ok. Et donc, tu es en charge de l'équipe tech. Ouais. Vous êtes combien à l'époque? On n'est pas nombreux. J'ai un CTO et une boîte qui bosse depuis Lyon en temps passé. On n'a pas le choix en fait. On n'arrivait pas à recruter. Donc on a été obligé de passer par... Manque de dev?
Ah ouais, c'était un enfer. 2016, on a fait une wagon. Non, mais franchement, on a tout essayé, quoi. Chasseur de tête, etc. Ah ouais. Ouais, t'arrives pas à recruter. Et donc, on passait par une société qui... Ouais, développer la plateforme. Ouais, c'était un peu plus cher. Enfin, ils étaient pas mauvais, ils faisaient le boulot, et moi, je les gérais à distance. Ok. On les payait à la journée, ils étaient à distance. Enfin, ça se trouve, ils passaient leur journée à jouer au billard, on ne sait rien. Ouais, peut-être. Peut-être que les mecs avaient automatisé leur développement et que. Voilà, exactement. Vous renvoyez la balle. Ils avaient une boîte en Chine qui faisait la même chose. Ouais, ils renvoyaient en Chine aussi pour le faire. Pas à Maurice encore, mais. Donc ça c'est le hibou, donc ça se développe bien et après je te laisse raconter un peu Du coup ça se développe bien, on commence à être de plus en plus nombreux. Ouais. Et moi en parallèle je me sens pas très bien. Je sais pas trop l'expliquer, mais je n'ai pas forcément la motivation de venir au boulot. En fait, je me sens pas vraiment à ma place. Ouais. Je n'ai pas forcément de fit avec l'équipe, alors que c'est la boîte que je co-dirige, etc. Je comprends pas trop d'où ça vient et je commence à me dire est-ce que je devrais pas faire autre chose, remonter quelque chose, démissionner, alors que tu es dans une boîte qui explose. Donc c'est un peu paradoxal et je me dis c'est quand même bizarre que je me pose ce genre de questions. Je me fais un peu coacher, j'en parle à des gens, etc. Et en fait, je ne savais pas ce que c'était à l'époque. Maintenant, avec le recul, je le vois. En fait, je me rends compte que j'étais pas forcément aligné avec la culture d'entreprise qui était instaurée par mon associé. Ok. En gros, si ça peut se résumer en une phrase, c'est moi, je voulais monter une start-up et lui, il voulait monter une ESN. Ok. Et donc, dit comme ça paraît un peu insignifiant, mais en fait, tout en découle. C'est-à-dire, moi, je voulais plutôt recruter des jeunes pas forcément formés, mais qui sortaient d'école, qui avaient une tête bien faite. Lui, il voulait plutôt des quadras qui connaissaient le métier depuis 10 ans et qui venaient avec un réseau. Moi, je voulais lever des fonds, lui, il voulait grandir lentement. Je voulais qu'on recrute des sales et des sales à pas pouvoir en absorber. Et puis, il fait « Ah, mollo, on commence par 1, 2, ensuite on voit comment ça se passe. » Enfin... Et en fin de compte, comme il est majoritaire, comme on a une boîte commerciale, du coup, moi, mon équipe, elle est comme ça, lui, ils sont comme ça. Donc, en fait, finalement, il a toujours le dernier mot. Et donc, je me dis, bon, il y a un problème. Et je trouve mon échappatoire en me disant, je vais monter une boîte dans la boîte, pour le coup, qui va plus me ressembler avec mon ADN. Ok. Et donc, je propose de monter une filiale à l'île Maurice, dans laquelle j'emmènerai toute mon équipe. Ok. Toute la partie tech. Toute la partie tech et toute la partie RH. En fait, tous ceux qui ne sont pas en lien avec des clients, qui bossent 100% dans les locaux. Ok. Donc tu te dis, pourquoi l'île Maurice d'ailleurs? Pourquoi l'île Maurice? Déjà, c'était un peu un choix personnel, parce que moi, j'étais assez attiré par la vie dans les îles, etc. Ok. Et ensuite, vu qu'on avait des RH qui passaient des coups de fil toute la journée, il ne fallait pas qu'il y ait un gros décalage horaire. Ouais, c'est vrai. Préférence un endroit où ça parle français, parce que l'idée c'était aussi de recruter des gens sur place pour faire d'autres tâches. Et donc en fait l'île Maurice ça cochait un peu toutes les cases. Ouais. Et puis surtout c'est un pouvoir sexy pour recruter incroyable. Ah ouais. Bah oui. En fait ce que je te disais c'est qu'on n'arrivait pas à recruter de dev. Ouais. C'était vraiment une planète. Et le jour où on a commencé à mettre des petits pavés sur notre offre d'emploi en disant recherchons expert Symfony à l'île Maurice. Parce que du coup, les CV pleuvent et des super CV. Et en plus, à moins cher que ce qu'on proposait. Ouais, bien sûr. Ouais, ça nous a permis enfin de solver toute notre problématique de recrutement. Donc là, tu viens à Maurice. Donc j'accélère un peu, mais donc tu prends cette idée, tu viens à Maurice, développer la filiale, enfin la boîte dans la boîte en quelque sorte. Yes. Alors déjà c'est un projet. On se dit avant de commencer à monter la filiale, etc. On va faire ce qu'on appelle du Lean Startup. Ouais. C'est-à-dire on va tester le produit avec une V0. Donc c'est-à-dire on va commencer à mettre des offres d'emploi comme si on avait déjà notre filiale. On va voir si ça répond. Et l'idée c'était que moi j'arrive, je regarde pendant 2-3 mois comment ça se passe. Et puis si ça se passe bien derrière, on va enclencher des démarches administratives, etc. Sauf qu'en fait le recrutement a tellement bien marché. On s'est tout de suite retrouvé à faire 5-6 promesses d'embauche et là on s'est dit ok, faut y aller. On y va et on verra. Et on verra. Et donc je débarque à Maurice
coup en 2019, donc ça faisait déjà 3 ans et demi qu'on avait lancé. Ouais. On avait lancé. J'y vais un peu en pionnier. Les autres étaient censés nous rejoindre après. Ouais, rejoindre 3-4 mois après. Enfin, on était 3 au début. Il y en avait un qui était déjà sur place et moi je pars avec un dev. D'accord. Et moi je me dis, bon là, je suis à 10 000 km, je vais pouvoir faire une boîte qui me ressemble dans la boîte. Et enfin essayer un peu de faire tout ce que j'ai un peu entendu dans ces vidéos et ce podcast. Ouais. Et le problème, c'est que j'ai des consignes de mon associé qui, lui, n'entend pas tout à fait comme ça. Et lui, il veut qu'à Maurice, en fait, ça soit la même chose qu'à Paris. Parce que moi, je suis Paris parce que j'aime pas trop la culture. Et donc là, je me dis, j'ai un peu un dilemme, tu vois. Je me dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis les consignes qui m'ont été données et dans 3 mois, je sais que je vais avoir ce mal-être et que ça va me passer, ou est-ce que je vais au bout de mon idée? Et en fait, je me dis, bon, je le connais, je sais que si ça se passe bien et qu'il y a des résultats, il va fermer les yeux puis il va dire c'est OK. Donc, je fais un peu le contraire de toutes les recommandations que j'avais eues, qui étaient un peu l'ancienne école, tu vois. C'est-à-dire, j'avais eu un peu des consignes pour manager, si je prends un exemple. Il faut être exemplaire, il faut arriver avant les gens, il faut partir après, il faut recadrer quand il y a des micro-dérives. La verticale. Puis là, j'arrive, je me fous en coloc avec mon employé, on boit des plantes ensemble. Esprit start-up. Vraiment, on fait les trucs start-up à fond, quoi. Ok. Et donc, je copine à fond. Ce qui, je pense, était plus dans mon ADN, mais ce qui m'avait été un peu fortement déconseillé avant. Et là, je me rends compte que ça marchait hyper bien, en fait. Bridé avant, et donc du coup, là, tu étais beaucoup plus toi-même dans ce que tu as fait. Complètement. Et donc, au début, tu commences par faire un petit truc, tu vois que ça marche, donc tu vas de plus en plus loin. Puis à la fin, j'étais en roue libre, quoi. Enfin, les locaux, je décide de prendre une villa de luxe avec piscine qu'on reconvertit. Bon, là, on est dans le cliché à Maurice. La table de réunion, c'est une table de ping-pong. Les bureaux, il y en a un, tu peux retirer, ça devient un billard. Enfin. Ok. Les mecs, ils passent leur coup de fil, les pieds dans l'eau, on est en chaussons, enfin. On fait des soirées tout le temps au bureau. Et en fait, alors que je sortais d'une organisation très verticale, là, je me dis, OK, on va plutôt être très horizontal et parler transparence. Donc, c'est-à-dire les gars, ils venaient pour faire du code, ils venaient pour faire des calls, et puis moi je leur disais, tiens, toi tu as des bonnes idées sur LinkedIn, t'as pas envie de t'occuper de la com LinkedIn. T'impliques tout le monde finalement dans le processus de développement. On a besoin d'une cuisinière, vas-y, c'est toi qui t'en occupes, et puis t'as qu'à faire les menus aussi. Tu vois. et donc en fait, tout le monde était hyper impliqué dans la vie de la société. Même s'ils n'étaient pas actionnaires de la société, c'était un peu comme si c'était leur société. Et donc les mecs, ils restaient le soir. Parce qu'ils sont bien, quoi. Je sais pas si je peux dire qu'ils revenaient parfois le week-end pour se faire des soirées, des apéros au bureau, tu vois. Mais enfin, c'était devenu un lieu de vie. Et donc le truc marche bien. Et donc à la fois en termes d'ambiance et à la fois en termes de résultats. De chiffres. Alors autant les devs, c'est un peu difficile de quantifier ce qui se passe. Par contre, les mecs qui étaient au RH, eux, c'était facile. Tu vois. Et donc on avait un outil de reporting qui regardait combien il y avait de calls, combien il y avait de freelance qualifiés, combien il y en avait qui étaient présentés en client, combien il y en avait qui étaient signés. Et donc on mesurait tout ça et on voit que l'équipe qui bascule de Paris à Maurice, le jour où ils viennent à Maurice, la productivité du pôle augmente de 400%. Par rapport à ce pôle-là ou par rapport à ceux qui sont encore à Paris Non, c'est les mecs en fait, c'est ceux qui étaient à Paris qui ont commencé. Comparativement à quand ils étaient à Paris, 400% de. Donc comme s'il y avait 4 fois plus de personnes. Le soleil mauricien qui. C'est un ensemble. Tout ça. C'est un ensemble de tout, tu vois. Enfin, c'est l'effet nouveauté, c'était l'effet Maurice, c'est l'effet de. Je suis hyper impliqué dans les décisions stratégiques de la boîte, etc. Ça m'intéresse. Et quelque part, le modèle que tu as appliqué là-bas, ça faisait aussi partie de cette productivité et de cette amélioration des conditions de travail. Complètement. Et en parallèle, j'ai pas trop le droit de le faire. Donc, si tu veux. Donc, la question qu'on se pose tous, c'est comment c'est perçu du coup Au début, je le fais un peu en sous-marin. C'est-à-dire, j'ai un responsable du pôle sur place, et donc c'est un peu nous deux qui prenons les décisions, mais c'est lui qui les porte officiellement.
Et donc la société se passe hyper bien. Enfin, la boîte fait des chiffres hallucinants. Tout va pour le mieux. Enfin, c'est un peu. Et puis moi, j'apprends. Enfin, tu vois, c'est un peu comme la chenille qui se transforme en papillon, quoi. Ouais. J'étais assez bridé, et là, en fait, d'un seul coup, je suis dans un environnement qui me convient. Et puis tout ce que tu tentes, ça marche. Tu as utilisé une métaphore quand on en parlait de l'enfant qui est en études, un peu bridé par les parents au début et qui après se découvre un autre environnement, qui se lâche un peu plus et qui au fur et à mesure bridé, tu vois, parce que en bridé il y a un peu une volonté de. Ouais. Là, c'était plutôt en fait. J'étais dans un environnement un peu à l'ancienne, alors que moi, mon ADN, c'était la startup quand même. Et bon, ensuite, tu le sens venir gros comme une maison, j'imagine. Mon associé qui décide de venir voir comment ça se passe à Maurice, il découvre tout ça, il pète un câble. Et voilà, parce que pour lui, c'était pas concevable en fait d'avoir deux cultures différentes qui évoluaient au sein de la même société. Quand bien même les résultats étaient bons, parce que ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'il était OK, si les résultats étaient bons. Alors en fait, ce qui se passe, alors déjà les résultats étaient bons, il m'a jamais reproché les résultats, mais ensuite, comme j'expliquais avant, en fait, j'étais un peu en sous-marin. Donc du coup, c'était pas. Il s'en est jamais vraiment aperçu en fait. Je pense qu'il est un peu, tu vois, mais enfin pour lui. En plus, quand il me voyait un peu galérer en management à Paris, etc., il ne pouvait pas se douter que c'était moi qui étais à l'origine un peu de tout ça, quoi. Ouais. Et bon, il va à Paris, enfin il vient à Maurice, évidemment on clash, on se parle pas toute la fin du séjour, il rentre, il revient, il m'envoie une lettre de 3 pages en tête, etc. Et puis à la fin, il me dit, bon, à partir de maintenant, soit tu fais exactement ce que je te dis, comme tu dis, soit tu vas partir. Et du coup, à partir de là, escalade. Et du coup, la relation, inévitablement, ça en prend un coup. La relation, ça et du coup, divorce. Et comme c'est moi le minoritaire, je dois partir. Et comme on est en mauvais termes, il ne veut pas que je reste actionnaire. Et donc, je vends mes actions. Et un peu frustrant, tu vois, parce que la boîte, elle est en train d'exploser. Tous les ans, le business plan, on l'éclatait. Là, on avait un business plan qui montrait qu'on faisait x2, x4, x8. Moi, mes actions, j'étais censé... j'avais signé un papier comme quoi j'avais le droit de les vendre pendant encore 3 ans. Ah oui, ouais, ok. Donc là, il me demande de faire une dérogation pour que je puisse les vendre quand même avant. Et je me dis, dans 3 ans, on va valoir x2, 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 x8 fois plus. J'ai pas envie de les vendre, quoi. Oui. Mais bon, pas trop le choix, quoi. Donc là, gros moment de tension. En plus, lui, c'est un peu mon mentor. C'est le mec qui m'a appris l'entrepreneuriat, qui m'a tout appris. Et là, d'un seul coup, il veut te racheter des actions. Il veut évidemment te les racheter au meilleur prix. Et ça part aux avocats et compagnie. Bon, ça, c'est la partie moins... la partie moins glam. Ouais. Bon, au final, j'estime que je m'en sors le moins mal possible au vu du contexte. Je repars quand même avec un chèque qui fait rêver tout le monde, qui me permet de prendre ma retraite si j'ai envie. Okay. Mais clairement, j'aurais encore mes actions aujourd'hui, 50 fois plus, quoi. Ouais. Et puis au-delà de ça, l'aspect financier, certes, c'est plus ce que tu avais commencé à réussir à créer ici, tu es obligé de t'en séparer, quoi. On t'enlève ton bébé, quoi. Bah ouais. C'est peut-être là la plus grosse frustration, quelque part. Ouais, c'est un ensemble. Ouais. C'est déjà, on t'enlève ton bébé. En plus, les mecs de la boîte, c'était mes potes. Donc du coup, on t'enlève un peu de tes potes. Ouais. Comme il y a des tensions, etc., on les monte contre toi. Enfin, il y a des choix de camp, bien sûr. Ouais, c'est comme un divorce avec les parents, tu vois, les enfants. Tu les obliges à prendre parti, etc. Enfin, bref. Pas période cool. Et puis il y a ton mentor qui est un peu le mec à qui tu recherches de la reconnaissance, etc., qui te défonce, quoi. Donc assez difficile à vivre. Et ça, cette période, ça a duré 6 mois. Et ensuite, finalement, moi, je voulais absolument... Mais tu restes à Maurice? Je reste à Maurice, ouais. C'est bien. Écoute, je suis bien, la vie sur place me convient. Et puis, ce qui se passe, c'est il y a un mec de mon équipe en particulier qui vient voir, qui me dit écoute, depuis que t'es plus là, la boîte c'est plus pareil, je vais démissionner. Fais plus de fête. Et il me dit du coup, est-ce que t'as pas un projet là, je te suis les yeux fermés,
vas-y, go. Et en fait, vous n'êtes peut-être pas encore au courant, mais dans l'entrepreneuriat, il y a 100 porteurs de projets et il y a un mec technique de dispo pour les 100 pour le faire. Et donc là, je me dis, bon, je connais un secteur qui est en pleine mutation, j'ai plein d'idées de business qui peuvent marcher dessus. J'ai un mec technique qui est prêt à me faire confiance. À suivre les yeux fermés et à bosser avec toi. En plus, je viens d'avoir un gros chèque, je peux financer le truc sans problème. Je me dis, bon, je n'ai pas le droit de rater cette opportunité. Et là, je me dis, ok, faut que je lance une boîte. Et c'est là où je lance Jean-Michel.io. Donc on y arrive, Jean-Michel.io. Exactement. Donc Jean-Michel.io, en fait, tu reproduis un peu le même modèle, finalement, que le hibou. Enfin, alors, on est dans le même secteur. Dans le même secteur, pardon. C'est-à-dire, on est toujours dans le secteur du staffing de freelance. Ouais. Sauf que le hibou, ça staffe directement des freelances chez les clients. Ouais. Et moi, je me dis, tu as 3000 ESN sur le marché qui voient que c'est de plus en plus dur de staffer ses salariés parce qu'ils viennent tous freelance. Et je me dis, il y a peut-être un certain nombre qui vont se dire, ok, on va se transformer, on va essayer de staffer des freelances au lieu de staffer des salariés. Bah ouais, bien sûr. Et donc, quand tu es dans cette situation, tu as besoin de quoi? Tu as besoin d'une marketplace, encore, un site web, sur lequel tu peux voir qui est freelance, qui est dispo, à quel prix, qui maîtrise la techno, etc. Donc toi, les ESN se connectent chez toi et ils viennent choisir, exactement. Choisir chez toi des profils disponibles. Tu es une ESN. Ouais. Tu cherches un Ruby on Rails pour tes clients à 400 € au jour. Tu tapes OK, montre-moi tous les mecs qui maîtrisent du Ruby on Rails à 400 € au jour. Et moi, je te sors toute la liste. OK. Et en fait, la particularité de Jean-Michel, c'est que les freelances ne viennent pas s'inscrire directement sur la plateforme. C'est nous qui allons les chercher avec des robots partout où ils sont. Alors ça, on va y revenir. Donc Jean-Michel, tu nous l'as présenté, ça répond aux problématiques des ESN, du coup, qui ont des difficultés à identifier les profils. Donc toi, tu leur mets à disposition une CVTech de profil. CVTech, une base de CV. Ouais, une base de CV. Le marché, il est énorme, on va peut-être pas rentrer dans les chiffres, etc. Mais c'est peut-être un peu... Ça va peut-être tout et rien dire. Enfin, je sais pas, tu m'en parlais. Un marché de 56 milliards. Alors, le 56 milliards, c'est ESN plus conseil plus édition officielle. Si tu regardes cette activité de staffer des ingénieurs et des techniciens chez tes clients, ça pèse 33 milliards, je crois. Ouais, c'est ce que tu disais, 34. C'est ce que j'ai trouvé sur Internet. Et pour donner un ordre d'idée, la pub, c'est 14. La publicité automobile non, la publicité, pardon, 16 milliards. Voilà, c'est un marché qui est 2 fois plus gros que la pub. 400, personne c'est dingue. 400 000 salariés, tu me disais aussi. 400 000 mecs comme ça qui sont dans des grosses boîtes sans 10 salariés. C'est énorme comme marché. Ouais, mais en fait, c'est un marché qui n'est pas très connu parce que les clients, c'est des entreprises. Donc, ils font pas de pub à la télé ni à la radio. Et des ESN, combien, tu me disais? 3000. Alors, les plus grosses, peut-être des noms qui vont vous parler parce qu'ils sont dans le CAC 40, t'as Capgemini, t'as Atos, t'as Alten, etc. Et en fait, t'as une dizaine de grosses ESN qui se partagent 50% du marché. Et ensuite, tout reste éclaté en plein de petits. Des petits acteurs. Qui vont entre 5 et 200 salariés. Ok. Donc là, vous créez, donc Jean-Michel.io, vous démarrez là-dedans. On sent déjà dès le nom que vous avez envie de vous éclater, quoi. Jean-Michel.io, Alors les motivations, donc déjà je me dis j'ai pas le droit de ne pas saisir cette opportunité de créer une société. Ensuite je me dis là j'ai toujours suivi quelqu'un, mon mentor, cofondateur dans tous ces projets. Là je me dis ok, est-ce que moi je suis capable aussi maintenant de leader le projet. Puis je me dis ensuite je suis quand même là pour m'amuser, quoi. Donc ça s'appelle Jean-Michel.io, le nom sort d'une private joke. On a une com sur LinkedIn complètement décalée. On fait des blagues complètement what the fuck sur le site un peu partout. Même sur le site, il y a plein de références comme ça, un peu humoristiques, quoi. Ouais, complètement. Puis on a des trucs un peu cachés. Enfin, franchement, tu peux passer 1 heure sur le site, je pense que tu verras pas toutes les conneries qui sont dessus. Et donc ça nous amuse. Et puis en plus, il y avait déjà plusieurs CVTech
de freelance qui étaient un peu spécialisés sur ce créneau. Ouais. On est petit nouveau, faut qu'on se différencie, faut qu'on se fasse identifier. Là, tu me disais, vous êtes sur un vieux marché quand même, limite monopolistique, quoi. Il y a très peu d'acteurs à ce moment-là. En fait, dans une marketplace, généralement, il n'y a pas vraiment 2-3 acteurs, quoi. Ce qui est important, c'est celle qui a le plus de data. Typiquement, quand tu vas chercher un site de petites annonces, tu vas sur là où il y a le plus de petites annonces. Ouais. Quand tu vas sur un site immobilier, tu vas là où il y a le plus d'annonces immobilières. Et le plus de... Et si tu vas sur un site d'emploi, tu vas là où il y a le plus d'annonces. Alors après, il peut y avoir des verticaux qui existent, le site qui est spécialisé sur l'emploi, dans la compta, dans les hôtels, sur le rail, etc. Mais grosso modo, sur un même secteur, c'est assez rare qu'il y en ait deux qui cohabitent sur du long terme. Et nous, il y avait une boîte qui était là depuis 15 ans. Eux, ils étaient tranquilles. Personne ne venait pas trop. Je ne sais pas si personne venait les challenger, mais en tout cas, personne n'y arrivait. Et donc, nous, on arrive avec notre com complètement décalé. Et surtout, je me dis, OK, qu'est-ce qui va faire que les ESN vont venir chez moi ? Il faut que ça soit là où il y a le plus de freelance. Ouais. Sauf que les freelances, ils sont un peu éclatés partout. Il faut aller les chercher, quoi. Mais ils sont surtout tous sur LinkedIn, finalement. Ok. Alors ça, du coup, j'allais y venir. Donc, l'idée, elle est toute trouvée, vieux marché. Du coup, la question que j'allais te poser, par où vous commencez, quoi ? Par où je commence Parce que tu dis... Tu parles techniquement ? Non, techniquement, on va y revenir un petit peu, parce que je pense que ça va être lié, mais tu nous dis, il faut un endroit, il faut qu'on aille chercher tous les freelances, il faut qu'on arrive. Donc en fait, c'est ça un peu le nerf de... Ouais. Moi, je pars de l'hypothèse, je me dis, OK, ce qui va faire notre réussite par rapport aux concurrents, c'est qu'il faut qu'on ait plus de freelance. Mais ça se trouve, c'est pas ça. Ça se trouve, il faut qu'on ait plus de freelance pas cher, ou qualité, de numéro de téléphone, j'en sais rien. Et donc, qu'est-ce que je fais ? J'appelle des ESN, des prospects potentiels, et je leur dis, je suis l'ancien fondateur de Hollywood. Bon, c'est connu dans le secteur, donc ça aide. Je lui dis, je me lance dans un nouveau projet. Est-ce que je peux te le pitcher ? Tu as 5 minutes, tu me dis ce que tu en penses. Ok. Et donc, je commence j'appelle une vingtaine de mecs, et donc, du coup, j'affine un petit peu mon projet. Et en plus, les gars, tu les as appelés au tout début, donc ils se sentent un peu consternés, ils ont envie de t'aider, etc. Ils connaissent un peu, du coup. Ouais. Après, tu reviens vers eux 2 mois après, tu dis que tu as choisi un nom, tu t'appelles Jean-Michel.io, ils te prennent un peu pour un fou. Et après, une fois que tu as commencé à lancer ton produit, tu les rappelles en leur disant je te souviens, là, ce que je t'ai pitché il y a 6 mois, c'est live, vas-y, est-ce que tu veux pas l'essayer ? Tiens, en plus, comme tu as été sympa, que tu m'as donné des conseils au début, je te casse le prix, est-ce que tu veux pas me prendre une licence ? Puis en fait, c'est comme ça un peu que tu arrives à avoir tes craquer. Ok. Finalement, tu refais pas l'erreur que tu avais fait sur le projet immobilier de te lancer sur un truc. Tu vas appeler les. Tout le temps, même sur une fonctionnalité. Ouais. Ah ouais. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est là. En fait, on ne fait une fonctionnalité que si elle est réclamée par quelqu'un. Il y a un besoin derrière. Ouais, ok. Ouais. Et du coup, tu as des trucs surprenants. Enfin, j'ai pas mis de conditions générales avant de vendre, parce que tout le monde s'en foutait. Ah bon ? Paiement en ligne, toujours pas, en fait. Parce que les gens, ils payent par virement. Et en fait, au début, je pensais que c'était un truc qui aurait été prioritaire. Réinitialisation du mot de passe, c'est venu au bout de 6 mois. Quand un mec qui te dit, j'ai plus de mot de passe. Enfin, et donc, en fait, tu es vachement surpris par les besoins. Ouais. En fait, toi, tu regardes ce qui se passe chez les concurrents et tu te dis, OK, il faut que j'ai les mêmes fonctionnalités en un peu mieux et un peu plus. En fait, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Et donc là, alors, vous êtes combien à ce moment-là, Jean-Michel.io ? Vous êtes tous les deux. Au début, on est que 2. Ok. Donc, tu appelles d'un côté, ton partenaire tech, lui, il commence à coder un bout de plateforme. Ouais, il commence à coder du coup une interface avec des filtres, un moteur de recherche. Comment tu fais quand tu tapes un mot-clé, est-ce qu'on prend les synonymes, les dérivés orthographiques, si c'est dans le titre du CV, est-ce que ça a plus de poids que si c'est dans les expériences, enfin on se pose toutes ces problématiques. Ok. Que je connaissais déjà un peu de mon expérience d'avant, donc ça allait plutôt vite. Et surtout le gros challenge, c'est qu'il faut aller récupérer les freelances. Alors ça, j'allais te poser la question, parce que ça, c'est quand même un truc qui est juste énorme dans ce que vous proposez. Comment vous allez récupérer tout ça ? Est-ce que tu peux nous en parler ? En fait, dans le secteur de l'informatique, quasiment tout le monde a LinkedIn. Alors, il n'est pas forcément à jour, il n'est pas forcément rempli, mais quasiment tout le monde en a.
Donc on se dit, OK, il y a un LinkedIn, il y a X millions d'utilisateurs dessus. Là-dedans, on sait qu'il y a les 100 000, 150 000 freelances qui nous intéressent. Il faut qu'on les identifie. Et il faut surtout qu'on apporte la valeur ajoutée que ne nous donne pas LinkedIn, qui est dispo, à quel prix et quelles sont ses coordonnées. Parce que le SN, quand elle trouve un freelance, elle veut l'appeler. Oui, bien sûr. Et donc on se dit, OK, il va falloir qu'on récupère sur LinkedIn tous ces mecs-là, on prend leur data publique et on les remet chez nous. Ok. Et on va vérifier tous les X semaines sur son LinkedIn s'il n'a pas changé un truc, auquel cas on met à jour. Donc si j'utilise le mot que j'ai envie d'utiliser, vous scrapez, vous allez récupérer, vous aspirez les données de LinkedIn, entre guillemets. Ouais, complètement. Ouais. Non, mais j'aime bien ce mot parce que c'est dans l'apprentissage du wagon, c'est une étape. Il y a cette partie-là. Donc, j'utilise ce mot-là, mais il est fort. Alors, bien sûr, après, vous triez derrière, il y a un gros bloc. En fait, ce qui est intéressant, c'est. En gros, le nerf de la guerre chez nous, c'est qui est disponible pour une mission. Si tu n'as pas envie d'appeler un freelance qui va te raccrocher au nez en te disant attends, je suis chez un client depuis 3 mois, ma mission elle dure encore 1 an, arrête de m'embêter. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va regarder un peu sur toutes les sources qui est disponible. Donc on va voir qu'il y a un mec qui s'est mis sur la fédération des freelances SAP, clac, ah bah tiens, là, tel profil LinkedIn là, qu'on a attrapé il y a 6 mois, en fait on sait qu'il est dispo, là regarde, il s'est mis à jour ici. On va regarder ce qui se passe sur l'APEC, sur Malte, donc tous les sites. Vous croisez en fait toutes les infos que vous arrivez à récupérer, vous les croisez et comme ça vous arrivez à sortir agrégateur moteur de recherche. Ok. Et comme ça vous arrivez à sortir des profils qui vont correspondre aux besoins des ESN derrière. Ouais, dès le début, du coup, on arrive là aujourd'hui, au bout de 2 ans, on a 80 000 profils. C'est énorme. Et on est 3 fois au-dessus tous les autres, quoi. C'est énorme. Le boulot qu'il y a derrière, on ne s'en rend pas compte. Quand ceux qui vont là, les anciens alumni qui sont par ici commencent à savoir ce que c'est que de scraper, etc. Quand on met un peu les mains dans le code, etc. Les nouveaux bientôt, vous allez voir. Mais c'est énorme, récupérer toute cette data, croiser les données, les trier, etc. Techniquement, c'est déjà hyper compliqué parce que LinkedIn, ils n'aiment pas trop donner leurs données. Ouais. Et ensuite, tu as des règles de gestion qui sont très complexes. Tu vois, si le mec il s'est mis open to work sur LinkedIn, mais que sur un autre site, en fait, tu as vu qu'il était plus dispo, c'est quoi la réalité? Tu peux avoir un mec qui va te dire que sur LinkedIn, il est à Paris, puis sur l'autre, il va te dire qu'il est en Tunisie. C'est quoi sa vraie localisation? Remote. Et donc, on a des règles comme ça dans tous les sens. Et puis, quand on a un client, il ne peut pas tomber sur une erreur. Ah bah oui, non, parce que derrière, lui ne sera pas satisfait et vous, c'est une nerf de la guerre. Si le mec il trouve un profil chez toi, qu'il appelle, en fait il tombe sur un mec qui avait le même nom, le même prénom et que tu as mal relié, ça le fait mal, quoi. Donc là, vous arrivez à mettre tout ça en place. Aujourd'hui, tu disais 80 000 profils. De ESN, vous en avez combien? Alors on a un peu plus de 1500 ESN. Ouais. Bon, après, tu peux avoir plusieurs personnes dans la même ESN. Ouais, bien sûr. En tout cas, on a 1500 utilisateurs qui se sont créés un compte, qui cherchent sur la plateforme. Ok. Vous développez la plateforme, vous codez tout de A à Z depuis Maurice, vous êtes à Maurice, toute l'équipe est à Maurice maintenant. Vous êtes combien aujourd'hui? Là, on est 7. Ok. Combien de devs? 2 devs? Que 2 devs. Enfin, c'est solide. On leur passe le bonjour. Parce que... ils ont du boulot. 2 devs, toujours ton partenaire du début qui t'avait suivi, toujours là. Ça fait partie de ces 2 devs. Ok. Ah oui, bah oui. Logiquement. Donc, avec toutes les problématiques qu'il y a derrière en termes de dev, tu peux nous citer le langage rapidement avec lequel vous avez développé ça? Ça, c'est plus pour la curiosité du wagon. Ouais. Alors, c'est du Symfony en back et du React en front. Alors après, je pense qu'ils ont plein de modules, plein de fonctionnalités. Oui, bien sûr. De langage. Ouais. Voilà. Après, je ne saurais pas te répondre pourquoi il a fait ce choit. Choix de dev. Pour le coup, je lui fais confiance. Ouais. Bah, ça a l'air de marcher en tout cas. Oui. Donc, clairement, on est quand même sur un produit extrêmement complexe.
Parce que le scrapping, enfin aller récupérer les données, etc. Je savais que je mettais les doigts dans un truc qui allait être complexe niveau technique. Ouais. Très honnêtement, je pensais pas autant. Ouais. Mais bon, ça, je pense que c'est la même pour tous. Ouais. Une fois que tu as commencé, après, tu te rends compte que c'est de plus en plus difficile. Ouais, voilà, c'est ça. La montagne, tu es là, tu te dis, bon, allez, je vais mettre des alertes, ça va me prendre un mois. Ensuite, je vais rajouter un moteur de recherche, machin. Et puis, en fait, tu regardes un an après, tu as fait 3 features sur les 30 que tu avais prévues. Et donc, une belle équipe, cette personne, avec la philosophie que tu voulais inculquer à la boîte. Ouais, voilà, content de ça aujourd'hui. Là, pour le coup, il n'y a pas d'entrave. Donc, vous avez loué une grosse baraque près de l'eau. Ouais, exact. Ça, j'avais demandé ton plus gros fail avec Jean-Michel. Je l'introduis. Je pense qu'il y en a beaucoup des fails, forcément. Je vais faire des conneries tous les jours. Après, le plus gros, franchement, j'ai pas en tête. Après, là, je vois là où tu veux en venir. Ouais, parce que ça m'a fait marrer quand tu m'en as parlé. En fait, tu vas l'expliquer, mais ça m'a fait marrer parce que je me suis dit, en fait, c'est cool parce que ton équipe cherche pas uniquement ça, en fait. Et l'autre chose derrière, à la fois le boulot que le challenge derrière, etc. Mais je te laisse raconter En début de cette année, on devait changer de bureau parce qu'on était arrivé à la fin du bail. Et je me dis, ok, donc dans notre philosophie de start-up, on va se mettre bien, c'est le plaisir de venir au boulot, etc. Je me suis dit, ok, il faut que je mette le paquet dans les bureaux, quoi. Dans des super bureaux. Ouais. Et donc, je dis aux équipes, bon, bah voilà, le cahier des charges, on peut louer jusqu'à temps, si c'est sur l'eau, c'est encore mieux, etc. Allez-y à fond. Et à ce moment-là, je suis en France pour mes vacances. Et ils reviennent et ils disent, on a trouvé une super maison, canon, etc. Alors, elle est dans la fourchette ultra haute du budget que tu nous as donné, mais tu verras, elle est canon. Je fais, bon, ok, parfait, allez-y, signez. Et moi, j'arrive et je découvre effectivement une maison folie. Un étage, 5 chambres sur l'eau, une piscine, etc. Alors à l'époque on devait être 5, tu vois, je fais ouh. Bon, bah, c'est pas grave. Un bureau dans chaque chambre. Il y a 3 pièces qui servent à rien, bah, c'est pas grave, on va filer ça à des copains et puis ils vont nous donner un petit billet histoire qu'on amortisse un peu le truc et puis on va pouvoir faire des soirées ensemble, ça va être cool, etc. Et vraiment, j'avais donné comme consigne, vous avez carte blanche et vous pouvez craquer sur le prix du truc parce que justement dans notre philosophie, l'objectif c'est qu'on se mette bien. Ouais. Et en fait, ça fait un flop, pas avec toute l'équipe, mais avec une partie de l'équipe qui sont venus me voir et qui m'ont dit on comprend pas là, ton choix de maison. Tu sais, si t'as de l'argent à brûler par les fenêtres, t'as qu'à nous augmenter là, plutôt que de nous mettre dans des palaces. Là, tu fais ah merde. Ouais, c'est pas ce que je voulais faire là. Et du coup, je fais bon, bah ok, rétro-pédalage. Arrière, il y a toute l'équipe, on crée un channel Slack, chacun s'y met, faites des recherches de votre côté, et puis en fait on a trouvé une maison collectivement qui est nettement moins cool. Et finalement, comme tout le monde a participé à sa recherche, aux visites, etc. Elle correspond à tout le monde en fait. Ouais, bon, t'en as quand même quelques-uns qui sont un peu dégoûtés d'avoir quitté la grosse maison, mais globalement c'était un bon choix de déménager, je pense. Ouais. Et donc là, on est dans un truc, et puis tout le monde a mis sa petite touche à la déco. Voilà, chacun devait amener sa plante et doit s'en occuper. Enfin, ok. En parlant de plantes, on est très entouré, donc tu nous parles, ça nous parle quand tu dis ça. Mais c'est cool parce que du coup, ça montre que tu impliques tout le monde dans le processus de décision, etc. C'est très horizontal comme. Après, moi, je suis un peu contrôle fric de nature, donc je lutte un peu contre la nature là-dessus. Ouais. Mais c'est vrai que globalement, une décision qui est partagée, qui est collective, elle a beaucoup plus de chances de marcher qu'une décision que tu as prise littéralement, même si c'est une bonne décision. Ça me fait penser à un truc là, je pense que c'est intéressant. C'était mon coach qui m'a raconté ça, il avait parlé de la théorie du Z. En fait, c'est une agence de com qui devait faire un rebranding pour une marque quelconque. Et donc les gars, ils ont fait plein d'études avec les dirigeants, etc. Ils ont dit ok, donc il faut qu'on mette un logo comme ça, le slogan comme ça, etc. Enfin, ils ont fait tout un cheminement. Et à la fin, ils se sont dit, bon, bah ok, maintenant qu'on pense avoir la bonne solution, on redescend tout ça aux équipes. Et en fait, les mecs en interne, ils n'ont pas compris. Et il y a eu un rejet global de la décision, enfin de la décision du projet. Et t'as un mec un peu smart qui s'est dit, ok, je pense qu'en fait, ça n'a pas pris parce que les gens n'ont pas compris. Et donc, il est allé revoir. Donc,
il est allé revoir les dirigeants, ils ont refait le même cheminement. Ensuite, il est revenu voir toutes les équipes en bas, et au lieu de leur apporter la solution toute faite, il a refait le même cheminement avec eux, en leur posant les bonnes questions, parce que lui, il avait déjà les solutions, donc c'est allé 10 fois plus vite. Et toutes les équipes en dessous, du coup, ont refait le même cheminement qu'il y a eu là-haut, et du coup, ils ont adhéré à fond avec la décision finale. Avec la décision, parce qu'ils ont participé et qu'ils ont fait ce cheminement où ils ont vu que ça marchait bien. Et pour l'avoir expérimenté, donc j'essaye toujours de faire le Z, et souvent j'ai la bonne surprise en fait. Je réfléchis au truc, je me dis ok, c'est ça la solution. Je vais pas leur donner directement, je vais essayer de faire en sorte qu'ils la trouvent par eux-mêmes. Ouais. Et donc tu essaies de les guider, tu leur poses des questions, tu vois qu'ils galèrent un peu, tu leur dis si tu fais ça, qu'est-ce que tu en penses, etc. Et parfois les mecs ils te sortent des réponses complètement what the fuck. Et t'es là, mais tu te dis mais en fait c'est carrément mieux ton idée. Et donc, tu arrives en fait à créer des solutions collectives qui ont plus de poids et qui vont beaucoup plus loin. Et puis le mec, plutôt que d'obéir à ton ordre, eh ben, il a lui-même participé au truc. Perçu du coup en plus. Ouais. Et du coup, il est hyper motivé pour le faire. Ouais. Il est plus impliqué dans la décision, il est plus impliqué dans le projet. Ouais, complètement. Et donc ça, c'est un truc que j'essaie de mettre au maximum. Alors, je pense qu'il y a des contre-exemples où je l'ai pas fait, mais je pense que c'est important d'essayer de le faire au maximum. Bah, du coup, ça introduit un peu la dernière phase de ce dont je voulais parler avec toi. On en a parlé au téléphone. Quand on a préparé ce talk, on prépare toujours bien. On a parlé de Maurice, on a parlé d'entrepreneuriat. Il y a un mot que tu as mis en avant quand j'ai fait mes recherches, etc. sur ça. C'est l'holocratie. Et ça, je voulais en parler avec toi. Parce que, non, mais c'est hyper intéressant, je trouve. Et en fait, ça introduit ce que tu étais en train de dire. C'est un peu un... Alors, ça s'applique dans le travail. Tu vas nous l'expliquer rapidement, mais finalement, ça peut s'appliquer aussi dans d'autres domaines. Enfin, c'est limite un courant de pensée plus qu'autre chose. Ouais. Et ça, je voulais en parler un peu avec toi parce que je trouve ça assez intéressant. Ouais, alors bon, je n'ai pas fait une boîte 100% holocratique, une norme de respect, un cahier des charges, etc. Moi, j'ai pas le là-dessus, mais j'ai pas fait le truc strictement, mais j'ai essayé de m'inspirer un peu des grands principes. Et en gros, qu'est-ce que c'est l'holocratie ? C'est un peu la démocratie, mais à l'échelle de l'entreprise. Généralement, une entreprise, c'est un peu dictatorial. Tu as un mec tout là-haut qui décide, un management intermédiaire, etc. Là, c'est plus, on va essayer de créer un système qui va faire que les décisions viennent de partout. Et donc, c'était quelque chose que j'étais un peu en train de mettre en place sur ma toute fin chez le Hibou, avant qu'on me coupe un peu l'herbe sous le pied. Là, chez Jean-Michel, je pense qu'on n'est pas assez nombreux pour faire un vrai truc holocratique. Ouais. Mais effectivement, ce que j'avais commencé à percevoir, c'était hyper intéressant. Et donc, plutôt que de fonctionner par fiche de poste, c'est-à-dire toi, tu as un site, tu vas passer des coups de fil, toi, tu es un dev, tu vas coder, etc. Tu fais plutôt des modules. Tu dis, OK, on a une problématique, il faut faire ça sur la plateforme. On a une problématique, à la femme de ménage de nous a planté, il faut en trouver une autre. On a une problématique, on est nul sur LinkedIn, etc. Et donc, tu exposes tous tes modules, tu dis, bon, bah, OK, qui peut prendre ? Ok. Et donc, ça peut être des gens que tu n'aurais pas forcément soupçonné. Intéressé par un tel ou tel sujet. Ouais. Et en fait, ça a l'avantage de, plutôt que d'essayer de faire matcher un mec avec ton besoin, c'est que tu fais matcher un mec avec sa zone de confort, là où il va être performant et motivé. Ok. Mais du coup, est-ce que tu risques pas de te retrouver à chaque fois avec les mêmes profils ? Parce que ce qui est intéressant aussi dans une boîte, c'est de sortir de sa zone de confort. Enfin, tu es entrepreneur, tu as créé 3-4 boîtes, c'est sortir de sa zone de confort. Sortir de sa zone de confort pour progresser dans quelque chose d'autre, c'est bien, mais ce que je veux dire, c'est... Oui, dans l'exécution. Tu ne demandes pas à un poisson de monter un arbre, tu vois, enfin, quelque part. Non. Je pense qu'il n'y a pas de mauvais éléments, il n'y a que des mecs qui ne sont pas aux bons endroits, au bon moment. Exactement. Ouais. Et donc, si le gars, tu l'as fait venir pour faire du commerce, mais qu'en fait, finalement, il s'est un peu planté dans sa carrière, qu'il n'est pas fait pour faire du commerce, mais là où il est bon, c'est de faire du market, à un moment, tu arrêtes d'insister et que tu dis, bon, bah, toi là où tu es bon. Ouais, bien et sûr. puis, bah, on va recruter quelqu'un d'autre qui, pour le coup, sera plus câblé commerce que toi et qui va s'exprimer. Il n'y a rien de pire que d'être incompétent dans ce qu'on te demande de faire. Ça te dévalorise et tu finis toujours pas de barrer. Ah bah bien sûr, non. Puis personnellement, c'est hyper difficile d'évoluer dans un environnement comme ça. Donc,
Et en fait, toi, ton rôle en tant que manager, c'est d'essayer de percevoir quelles sont les zones de confort de tout le monde, d'essayer de voir quelles sont les aspirations de chacun. T'en as qui veulent gagner de l'argent, t'en as qui veulent de la reconnaissance, t'en as qui veulent progresser vite, t'en as qui veulent rajouter des lignes sur leur CV pour avoir un poste plus important plus tard, etc. Ouais. Donc, essayer vraiment d'identifier les moteurs de chacun et de te dire, OK, comment est-ce que je peux faire coïncider tes aspirations personnelles dans un projet plus global pour faire en sorte que en allant sur tes objectifs individuels, en fait, tu tires tout le monde vers le haut. Ouais. Et tout le monde suit du coup. Exactement. Et toi, ton rôle en tant que manager, du coup, ce n'est plus de tirer le maximum de ton employé et de l'estorer comme un citron, c'est d'essayer de le faire progresser pour qu'il atteigne lui-même ses objectifs et indirectement, du coup, qu'il fasse grossir les objectifs. Fasse progresser la boîte et l'ensemble. En fait, ça, c'est un mindset que j'ai acquis justement dans mon switch chez Baby Boo et qui fait toute la différence. Et parce que du coup, le mindset, tu l'as acquis dans ton expérience au Hibou, mais comment tu as mis un mot sur tout ça? Comment t'en es arrivé? Parce que holocratie, tu vois, ça s'invente pas. De comment... Je sais plus comment je suis tombé dessus. Je pense que j'avais dû regarder les podcasts. Ouais. J'ai fait, tiens, c'est sympa. Ah, tiens, ça se théorise avec des modules. Bah, vas-y, allez, la semaine prochaine, réunion holocratique. Là, les modules. Et j'ai pas pu expérimenter le truc autant que j'aurais voulu. Après, je pense que c'est comme tout, tu vois, il faut essayer de s'adapter un peu en fonction du contexte, etc. Il faut pas être dogmatique. Hein. Je pense que ça a plein de défauts et puis qu'il faut essayer de prendre un peu le meilleur de chaque monde. Ouais. Comme tout à l'heure, je parle que de start-up en disant l'ancienne école, c'est pas top, mais en fait, il y a plein de contextes où ça marche mieux. Enfin, tout est une question d'avantage. Il faut prendre les plus et les moins en fonction de son marché, en fonction de ton business aussi. Toi, en fonction de ton ADN. C'est ça ce qui est le plus compliqué, en fait, c'est de se connaître toi-même pour te dire, OK, moi j'ai envie d'évoluer dans une structure où il y a tel type de management, où il y a tel type de culture, où on va me donner telle liberté, etc. Enfin, tu vois, nous on s'appelle Jean-Michel Ayot, on est complètement décalé, on fait du scrapping, etc. Enfin, je veux dire, on ne s'adresse pas à tout le monde, quoi. Et il faut qu'il y ait des gens qui soient OK avec ce mindset-là, avec cette culture-là, qui viennent chez nous, sinon ils ne vont pas s'épanouir. Donc toi, par exemple, dans les recrutements que tu vas faire aujourd'hui, tu vas plus te focus sur le mindset de la personne, plus limite que sur ses compétences ou son... Ouais, bon, après j'ai des critères ou des choses comme ça, quoi. Il y a une base. Moi j'ai des critères un peu personnels. Ouais. Moi j'aime bien travailler avec des gens qui percutent bien. Ouais. Et du coup, le truc que je fais pour détecter ça, je demande aux gens de me restituer ce que fait la société. Ok. Et si la personne n'est pas capable de m'expliquer avec des mots simples ce qu'on fait, c'est soit qu'elle n'est pas allée se renseigner sur la société, ce qui est déjà un no-go direct, soit qu'elle n'a rien compris. Et donc je me dis, bon, ok, si elle n'a rien compris de ce qu'on faisait dans la société, elle va rien comprendre quand je vais lui demander de faire telle fonctionnalité pour telle raison. Elle va pas comprendre le besoin du client derrière. Voilà. Ça, pour moi, c'est un critère important. Après, c'est personnel, hein, puis c'est lié au métier que je recrute. Donc, j'aurais pas la prétention de dire que c'est un critère universel. Et puis, regarder tout simplement si les aspirations de la personne matchent avec tes besoins à toi. Ouais. Quand on discutait ensemble, tu mettais l'accent sur quelque chose, et je trouvais ça assez beau. Alors on va pas tomber dans le cliché des paillettes. Tu me disais que tu avais ce besoin, cette nécessité de travailler dans un environnement libre et que ce soit en rapport avec tes valeurs et avec tout ça. Et tu as notamment mis l'accent sur, et ça je voudrais bien en parler parce que c'est vrai que c'est très cliché, mais quand on crée des boîtes aujourd'hui, tu m'as parlé de ça, tu m'as dit que c'est beaucoup pour l'aspect statut social. Et c'est pas forcément mon choix. Alors moi ça c'est plus mon parcours de vie qui m'a fait comprendre ça. Ouais. Moi je parle comme un de ça, j'ai 30 ans. On a le même âge, s'il te plaît, mais nous enterre pas tout de suite. Parce que ça prend avec des pincettes, je pense que dans 10 ans, j'aurais peut-être changé d'avis. Mais moi si je regarde un peu mon parcours, pourquoi est-ce que je voulais monter une boîte? Je voulais gagner de l'argent, je voulais avoir un statut social, je voulais que ça claque quand on soirée on me demandait qu'est-ce que tu fais dans la vie, je voulais manager des mecs, en fait finalement un peu un ego trip, tu vois. Ouais, complètement. Ce qui n'est pas forcément des bonnes raisons. Ouais. C'est pas forcément des bonnes raisons parce qu'en fait tu te rends compte que quand tu arrives à avoir le palier que tu voulais, il y a un palier au-dessus. En fait, c'est un peu une course à l'avant. Sans fin, quoi. Sans fin. Ouais.
En fait, je crois que je te disais ça. Ouais. C'est un peu le cliché de la Porsche. Quand t'es petit, tu rêves d'avoir une Porsche. Ouais. Et du jour où tu achètes ta Porsche et où tu fais tourner la clé, tu kiffes 5 minutes, puis après tu fais quoi ? En fait, c'est que ça. Et tu te rends compte en fait que c'est pas ça qui te rend heureux. Enfin, la poursuite du statut social, la poursuite de la richesse, Ouais, complètement. en fait, c'est cheesy, hein, c'est cliché, mais je trouve que c'est pas des bonnes raisons. Et en fait, il faut avoir atteint les objectifs que tu t'étais fixés pour te rendre compte qu'en fait, C'était pas ça qui te... Et je pense aujourd'hui, ce qui fait que tu kiffes te lever le matin et que tu te dis je suis à ma place, c'est quand tu fais un job ou que tu fais quelque chose dans ta vie qui est aligné avec tes valeurs. Avec tes valeurs, ouais. Je sais pas si tes valeurs c'est de défendre l'environnement, va faire des choses auprès de l'environnement. Si tes valeurs c'est d'aider les plus démunis, va dans une ONG, etc. Mais je trouvais ça hyper intéressant. Et c'est marrant, ça me fait penser à une. Bon, je vais être dans les extrêmes, mais il y a une série sur je sais plus quelle plateforme de VOD sur le créateur de WeWork. Ouais, je crois que c'est sur Apple TV, on en a parlé. Ouais, Apple TV. Et lui, son objectif dans la vie, c'est de créer un environnement beau, glam, et que les gens aient un espace de travail dans lequel ils se sentent bien. Il se fiche complètement de l'aspect business, finance, etc. Enfin, c'est un personnage complètement loufoque, mais en l'occurrence, il aurait bien fait de s'occuper de l'aspect finance. Mais... il aurait dû s'occuper de l'aspect finance, mais bon, lui, c'est bien sorti, mais bon, pour les autres, c'est un peu terrible. Mais du coup, je trouvais ça très intéressant parce que j'ai l'impression aujourd'hui que les mentalités changent un petit peu, mine de rien. Complètement. Et il y a beaucoup de gens, alors pareil, j'ai l'impression d'être un vieux quand je dis ça, mais plus jeunes aussi, qui vont avoir tendance à se dire « Ok, je vais essayer de trouver un job en accord avec mes principes, avec mes valeurs, plus que ce qu'on a pu connaître il y a 10 ans où, je sais pas, on sortait d'école et on se disait il y a 15 ans, il faut que j'aille bosser dans une grande banque ou faire de la finance, parce que ça faisait bien, être en costume, cravate, etc. » Bon, et en fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est en train de changer tout ce mindset dans n'importe quel domaine, pas forcément ramené aux startups. Dans beaucoup de domaines, le mindset des gens change un petit peu. Donc, peut-être aussi avec l'environnement et tout ce qui se passe, on prend conscience de choses. La mission et la vision de la société est devenue quelque chose d'important. Tu vois, avant, que tu travaillais dans une boîte qui fabriquait des missiles ou qui résolvait la faim dans le monde, c'était pas tellement important. T'avais du boulot. Ouais, en fait. Aujourd'hui, on sent qu'il faut donner une vision et une mission à ta société. Ouais. Tu vois, nous, notre vision et notre mission, c'est d'aider les freelances à trouver une mission rapidement et cool par le biais des ESN. Et donc, tu te dis, en faisant ça, j'améliore le monde à ma manière et je suis content de me lever le matin pour faire ce truc. Bien sûr, ouais, complètement. Mais ça, je te rejoins là-dessus, j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus qui même chez les créateurs de boîtes, qui vont avoir une dimension même dans le marketing, etc., qui va être plus sur changeons de monde, enfin voilà, on apporte quelque chose aligné avec les valeurs. Et souvent, les fondateurs sont mis en avant à travers leur objectif, quoi. Donc, ouais, complètement. L'holocratie, retenez ça, c'est hyper intéressant. Je sais pas s'il y a des exemples à Maurice de boîtes holocratiques pures. C'est intéressant de regarder, peut-être. Peut-être, je sais pas si en ligne ou parmi nous il y en a qui pensent à ça, mais en tout cas des boîtes à Maurice qui sont alignées avec leurs valeurs, etc. Ça, il y en a énormément de plus. Je suis pas là depuis moins longtemps que toi, mais de plus en plus en tout cas. Mais en termes d'holocratie, je n'en connais pas. Mais on pourra faire un workshop là-dessus. On va étudier un peu plus la chose. On va à la fin de ce talk. J'ai une dernière question. Après, on se fera un petit format très rapide de questions très rapides. Pour résumer un petit peu tout ce qu'on s'est dit, tu as une citation sur ton LinkedIn. C'est Think outside the box.
Ça, je trouvais ça assez sympa. Sortir des sentiers battus, quoi, en quelque sorte. Ouais, ça c'est un peu l'essence de ce dont on parlait tout à l'heure, du gros stacking. Ouais. En gros, moi, c'est un peu mon dada, c'est d'aller chercher des solutions un peu what the fuck à des problèmes. Alors parfois, je tombe complètement à côté, et parfois c'est des coups de génie. Et du coup, l'avantage d'être dans l'entrepreneuriat, c'est que tu as le droit d'échouer. Donc, bien sûr. t'essayes un mois, pardon les gars, ça n'a pas du tout marché, on efface tout, on fait la deuxième, et puis... Ça, c'est quand même une liberté qui est extra, quoi, à ce niveau-là. Ouais, puis quand tu as de la chance de ne pas avoir un manager qui est un peu dans les cadres, du coup, c'est assez sympa. Enfin, on a testé des trucs sur LinkedIn, je me dis maintenant quand je vois ça, je me dis waouh, comme on est allé loin. Ah ouais. Tu peux nous donner... Ah si, j'ai un peu honte quand même. Faut que tu nous parles on va traîner un tout petit peu, mais il faut que tu nous parles de deux choses. Si tu peux nous donner un exemple sur LinkedIn, tu vas un peu loin. Et après, tu m'as parlé quand on discutait de l'Emlist. Tu as quand même une anecdote à nous raconter là-dessus qui est quand même assez drôle. Alors pour recadrer, l'Emlist... présentons l'outil l'Emlist. C'est un outil... très prisé dans le monde du gros hacking qui permet d'envoyer des emails personnalisés via des campagnes avec des relances, des scénarios, etc. En fait, vous créez des scénarios d'emailing. En quelque sorte, c'est ça. Donc moi, j'ai mon prospect, je vais dire salut Toto, j'ai vu que tu suivais machin sur LinkedIn. Nous, on fait ça. Est-ce que tu veux essayer un test gratuit de jean-michel.io? Ça va être top. Dis OK pour deal si ça t'intéresse. Puis si le mec il te répond pas, il se prend une relance, etc. Et en fait, l'Emlist, donc c'est fait vraiment pour du truc un peu sur mesure. Tu as la possibilité de personnaliser chaque mail, etc. Et moi, à un moment, donc j'ai mes outils sur LinkedIn qui viennent me récupérer tout un tas de prospects qu'on classe. Toi, tu es un prospect de tech comme ça, toi, tu n'es pas vraiment un prospect. Et puis après, tu balances tout sur l'Emlist. Et à un moment, je me rends compte en fait que je balance 1000 prospects qu'on avait tous triés à la main et qu'il n'y en a que 200 qui sont pris. Puis là, je me dis, ils sont où mes 800 autres? Et donc, je discute avec le support de l'Emlist. Personne m'a dit, c'est bizarre, il doit être là, etc. Attends, je te mets en contact avec un dev. Puis le dev, il est là, il me dit, non, ça marche plus, t'as fait éclater les limites, t'as 25 000 mecs dans ta campagne. Nous, on n'est pas là pour faire du mass mailing, on est là pour faire du personnalisé. Je vais regarder, ils sont tous personnalisés. Les mecs, je les ai tous triés un par un, je les ai tous checkés. Et on parle de 25 000. Donc en fait, on a réussi à faire péter l'Emlist. Tellement on a poussé le truc loin. Outil énorme, hein. L'Emlist, c'est quand même un truc. Ça marche super bien, quoi. Donc vous avez fait exploser le truc. Voilà. Donc du coup, on a deux campagnes en parallèle qui tournent, qui font exactement la même chose. Parce que la première, elle a été surchargée. Alors ça, je trouvais ça quand même assez drôle, parce que l'Emlist, pour ceux qui sont un peu dans l'environnement, ils connaissent un peu. Et tu nous parlais d'une dernière anecdote sur LinkedIn, les outils que vous avez mis en place. Je suis désolé Julien, mais je suis obligé de la raconter. Julien qui est dev du coup, qui a mis ça en place. Associé cofondateur. En fait, le but c'était un peu de buzzer sur LinkedIn. Et c'était l'époque de double-clic sur l'image, tu vas avoir des papillons apparaître. Et en fait, quand tu double-cliques sur l'image, ça fait un j'aime. Donc du coup, comme ça fait un j'aime, tu te retrouves tout de suite avec des posts avec des milliers de j'aime. Ouais. Et puis ça partage à tout ton réseau, etc. Parce que les gens crédules pensaient que quand tu double-cliquais sur la photo, c'était vraiment le truc. T'avais un truc à aller s'afficher. Ça faisait un like sur la photo et donc du coup, ils se rendaient pas compte, ils se disaient tiens ça marche pas, puis en fait ils avaient liké, donc du coup tous leurs contacts voyaient qu'ils avaient liké le post et puis ça devenait viral. Et donc je prends une photo de Julien où il commence à moitié à baisser son pantalon, on voit un peu sa raie des fesses. Et on marque double-clic pour voir ses fesses. En plus, il fait un peu un regard lubrique et tout, enfin vraiment un truc dégueulasse. Et donc, en plus, ça marchouille un peu, enfin, je sais pas. Ah oui, il y a énormément de... On doit avoir une centaine de likes, tu vois, il y a quelques mecs qui tombent dans le piège, mais bon, enfin, bref. L'idée, c'était pas non plus de buzzer à fond, c'était aussi de s'amuser, tu vois. Enfin, on avait une semaine compliquée, on s'était dit, allez, état d'esprit, vas-y, on s'en fout. De toute manière, on a 3 clients, 5 personnes qui nous follow, allez, on se marre, quoi.
Et là, le soir, mon téléphone sonne. Parce qu'il y a mon téléphone en bas du site, demande de devis, etc. Et un mec qui m'appelle, il me fait allô, c'est vous qui mettez des mecs qui montent leur cul sur LinkedIn? Et je suis là, je fais oui, enfin non, enfin ça dépend. Les skis là. Qu'est-ce que vous voulez? Et le mec il fait non, j'ai trouvé ça marrant. Donc, du coup, moi je possède une ESN, est-ce que je peux avoir un test? Non, génial. Je me dis bon, ouais, t'as 1000 mecs qui ont dû aller derrière leur écran, mais si t'as vu à plus, c'est cool. Et donc le mec fait un test. Et il le confie à sa RH, qui était une RH hyper senior, qui avait testé toutes les plateformes. Elle tombe amoureuse de la plateforme, et elle lui dit vas-y, prends des licences à fond, à fond, c'est génial. Et donc le mec derrière, il me dit non, mais j'en t'en prends pas une, je t'en prends 3 parce que j'ai une filiale, machin. Donc, le mec, il me prend plein de licences. Et je l'appelle un mois après, je lui dis bon alors, ça se passe comment? Est-ce que tu peux faire des feedbacks sur la plateforme? Qu'est-ce qu'on peut améliorer et tout? Le mec me raconte, en fait, il me dit non mais ça marche super, on se source à fond chez toi. D'ailleurs, la semaine dernière, on a staffé 2 mecs pour un projet à 100 000 balles. Et là, il me dit qui aurait pu croire que l'arrêt des fesses de Julien valait 100 000 €? Ouais, Julien, belle. Ouais, et puis le mec est devenu, c'est un de nos clients les plus fidèles, il nous a pris sur d'autres services, des conseils, etc. Génial. Ouais. Comme quoi, en fait. Bon, après, je leur ferai plus ce genre de trucs. Hein. Ouais, c'est la question que j'allais te poser. Est-ce que tu remettrais. Non, mais tu vois, c'est un peu. Tu testes un peu les limites du truc. Ouais. Là, clairement, on avait mis un pied en dehors de la barrière. Mais. Ouais, bon, ça a payé. Puis c'était il y a combien de temps? 2 ans. Au début. Ouais. Vous étiez pas trop regardé par tout le monde, etc. Donc, c'est. Belle technique de hacking, voilà. On a peut-être. Voilà. Je vais parler de films comme ça, The Box. Là, pour le coup, je t'ai dit que parfois ça faisait des fails. Hein. Ah bah. Ouais, c'est pas un fail là pour le coup. C'est plutôt un beau. La conclusion est plutôt. Non, la conclusion est cool. C'est quand même chouette quoi. Et tu vois, bon, franchement, je pense que. Scroller sur LinkedIn. Ouais, je pense que si tu scrolles suffisamment, tu tombes dessus. Demain, je pense que tu vas avoir quelques likes supplémentaires sur la photo. C'est une technique qu'on mettra peut-être en place. Ouais. Top. Je voudrais qu'on termine un peu sur 4 questions, même 5 questions rapides, que tu me réponds rapidement. On va conclure un peu ce talk là-dessus. Parce que sinon, on va jamais s'arrêter. Je pense qu'on a énormément de choses encore à dire. Mais si tu avais un conseil à donner à ceux qui veulent entreprendre demain, on va pas refaire le wagon, bien sûr. On va reprendre un peu ce qu'on a dit au début. C'était Ouais. pas la même erreur que nous sur la deuxième boîte, quoi. Essayez pas de faire un produit à fond et tester le truc le plus vite possible. Enfin, franchement, souvent, un PowerPoint ou un Excel, ça suffit déjà à tester l'idée. Ouais. Les gens achètent une promesse, ils n'achètent pas un produit. Et pas peur d'aller voir votre client, votre prospect avec un truc complètement pourri. S'il croit en votre promesse, il va vous sponsoriser, il va acheter. Ok. Tu te vois où dans 1 an? Je te la pose quand même, je sais que tu as dit. Je sais pas. À Maurice? Ouais, oui. Maurice, forcément. Dans une maison sur la plage ou dans des bureaux sur la plage? Une passion? Plein de passions, mais surtout le sport. Ouais. Du coup, place to be, Maurice. Bah ouais, ça, ouais, tu m'étonnes. L'endroit de sportif. Ok. Plutôt du matin ou du soir? Alors en France, j'étais hyper du soir, et à Maurice, je suis hyper du matin. Ouais, moi je pense que ça c'est lié avec le. Mais c'est vraiment étrange. Tu te lèves avec le soleil. Etc. Alors moi, j'étais hyper performant la nuit. C'est-à-dire, au boulot, je faisais des nocturnes. Ah ouais. J'étais hyper bon de 22h à 2h du mat. Ouais. Et quand tu bosses de 22h à 2h du mat, personne ne veut que tu bosses. Sauf que tout le monde voit que le lendemain, t'arrives à 11h les deux comme ça. Ouais. Et donc t'es là, tu me dis, bah, putain, t'es encore arrivé à 11h, tu fais, ouais, j'ai bossé jusqu'à 4 du mat. Et ça, ici... à Maurice, maintenant, c'est plus possible. Ouais. À Maurice, je m'endors devant mon film à 21h. À 6h du mat, les yeux grands ouverts. Franchement, tu m'aurais dit il y a 3 ans que je te levais à 6h du mat. J'accepterais des tennis à 7h du matin. J'aurais dit impossible. Ok, donc plutôt du matin ici, quoi. Ouais.
Top. Je vais te poser une dernière question. Tu n'es pas obligé de me conseiller quelqu'un ou pas. On met ça en place maintenant pour les talks. Est-ce que tu as le nom d'un entrepreneur, d'une entrepreneuse, Amos, que tu nous conseillerais pour notre prochain talk? Compliqué. Plein de monde intéressant. Ouais. Moi, j'étais assez inspiré par les mecs de BMS. Ok. Ouais. Un peu dans ce truc de entreprise participative, etc. Ils sont pas mal. Ouais, ok. Bon, BMS, si vous nous entendez, vous verrez la vidéo, je vous contacte bientôt. On a eu un étudiant en wagon en plus du BMS. Ouais, donc, ok. Écoute, les gars, si vous nous entendez, je vous contacte bientôt. Envie de rajouter quelque chose? Est-ce que tu veux le dernier mot de la fin? Non, je te remercie de permettre de raconter tout ça. Mais on pourrait raconter pendant des heures et des heures. On est un peu pris par le temps parce qu'après ça fait des vidéos de 4, 5, 6 heures. Donc c'est pas l'objectif. Mais en tout cas, merci d'être venu. Je suis très content de t'avoir interviewé, d'avoir échangé. C'est plus un échange qu'une interview. J'aime pas le mot interview, mais d'avoir échangé avec toi sur toutes les problématiques tech, le scrapping, tout ça, et surtout la philosophie aussi. Je trouve que on n'en parle pas beaucoup de philosophie de vie, de mindset, etc. Et ça c'était très chouette. Axel, merci beaucoup. Merci à tous. Est-ce que vous avez des questions pour ceux qui sont là? Est-ce que vous avez des questions pour ceux qui sont en ligne et qui nous suivent? Est-ce que vous avez des questions à nous poser? Ou même là, hein, allez-y. Là, je tourne un peu la tête pour regarder ce qui se passe par ici. Est-ce que ceux qui sont ici ont des questions à poser? Je vois pas. Alors sur Facebook, j'ai pas de questions particulières. Sur Zoom non plus. Est-ce que ici vous avez des questions à poser? Question? Moi, j'ai une question. Qu'est-ce qui fait que tu t'es pas lancé avant? Tu dis que tu as démarré, tu vois, au moment où tu as fait ton stage à la fin de l'école d'ingénieur, donc tu étais en fait déjà assez vieux, parce qu'il y a des gens qui se lancent très jeunes, quand ils disent je vais être entrepreneur, et ils ont cette conviction-là profonde. Toi, tu avais cette conviction-là profonde, ou tu t'es dit d'abord je fais mon école? Ok, alors je répète la question pour le micro. Ouais, je suis d'accord. Du coup, la question, c'était pourquoi est-ce que tu as attendu la fin de tes études pour te lancer dans l'entrepreneuriat et pourquoi tu t'es pas lancé avant? La réponse, c'est pas glamour, parce que j'étais un peu paumé quand j'étais jeune, tu vois. Enfin, j'ai terminé, j'ai eu mon bac, je me suis dit, ok, faut que je fasse un choix. Moi, je vais faire une prépa parce que je sais pas du tout quoi faire et c'est ce qui m'ouvre le plus de portes. Après, j'ai fait ma prépa, j'ai fait les concours. J'ai pris l'école qui était près de chez moi parce que j'avais envie de continuer de jouer au tennis avec mes copains. Ça faisait de l'informatique, mais si tu avais fait de la chimie, je me serais retrouvé dans le secteur de la chimie. Et c'est vraiment ce stage de deuxième année où je me suis dit, oula, mais j'ai pas envie du salariat en fait. Voilà. Puis après, c'est une opportunité. Ouais, la rencontre. L'opportunité de rencontrer ce type-là qui m'a beaucoup appris. Ouais. Après, je pense que j'ai su saisir l'opportunité parce que très franchement. C'est ce que j'ai à dire aussi. Parfois, il faut savoir saisir l'opportunité. Tu en as beaucoup qui se seraient dit. Non, ou que ça passe à côté. Il y en a beaucoup des mecs que j'ai appelés sur mes différentes boîtes qui allaient être le premier, le deuxième, le troisième salarié. Ouais. On leur proposait des conditions quand même salariales qui n'étaient pas dégueulasses. On leur disait vas-y, tu vas apprendre, tu vas pouvoir monter dans le projet, etc. Et puis qui me disaient non, finalement j'ai choisi la grosse boîte parce que ça fait bien dans mon CV. Ok. Ça répond à ta question. Alors du coup, j'ai une question en ligne de Priya qui nous dit ta boîte doit être le prolongement de ta personnalité. Interrogation. Ton avis là-dessus? Forcément, t'inculques un peu ta culture. Après, mon objectif, c'est que ça soit pas ma boîte, c'est que ça soit aussi la boîte des gens avec qui tu travailles. Donc j'essaye de recruter des mecs avec qui ils vont être assez compatibles avec ma vision. Pour qu'ils participent au truc. Ouais. Puis l'idée, c'est d'essayer un peu de grandir ensemble et de faire les expériences ensemble. Ouais. Ok. Priya, si ça a répondu à ta question, je t'invite à nous dire oui ou non. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je sais pas pour les futurs ennemis du wagon. Est-ce que vous recrutez chez Jean-Michel Poirier? On
recrute. Tu m'as dit un dev, un sales. Ouais, alors le sales, on a envoyé une proposition aujourd'hui. Et dev, ouais, on recrute éventuellement un Symfony ou un React. Ouais. Ok, React, on a certains amis qui s'y sont mis, et peut-être plus tard, t'en enverras. Ce sera la conclusion de tout ça quand tu recevras un CV avec marqué Alumni le wagon, tu vas me dire chouette, c'est cool. Je sais pas si j'en ai déjà eu des wagons. Je pense que c'est pas impossible. Ouais, bah, ouais. Je pense. Ouais. Ouais. Vous avez quand même fait de la volumétrie là. Ah bah oui, un petit peu. Ouais. Donc, sûrement. Je vois pas de questions en ligne, pas de questions ici. Écoutez, on va conclure tout ça. Merci beaucoup, Axel, pour d'être venu. Merci à tous de nous avoir suivis, d'être venus ici aux Cocottes. Les prochains talks, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Les prochains wagons démarrent le 12 septembre pour les prochaines promos. Les ouvertures sont ouvertes. Les inscriptions sont ouvertes. Ouais, les ouvertures sont ouvertes. On va la couper, celle-là au montage. Donc les inscriptions sont ouvertes. Et n'hésitez pas à passer nous voir si vous avez des questions, etc. Merci à tous. Donc, je vous souhaite une excellente soirée. Merci, salut, bye bye.